Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce deuxième cours de civilisation occidentale. Les semaines vont très vite, les heures défilent aussi, je manque toujours de temps. Mais on n'a pas le choix avec tout ce qu'on a à couvrir, hein, ça va, c'est vraiment toujours des survols. On a vu la Mésopotamie la semaine passée, là on va faire un petit shift vers l'ouest, donc on se rapproche de la Méditerranée, on s'en va en Égypte et quelques petites autres civilisations autour parce que ça nous amène tranquillement donc vers la semaine prochaine la Grèce et la Rome antique par la suite. Donc on fait ce petit changement géographique-là, on s'en va vers l'ouest tout au long de la session. J'en profite pour faire un petit avertissement que j'ai pas fait au premier cours. Vous le voyez, des fois, j'essaie d'en faire pas beaucoup des E parce que c'est fatigant, mais j'atchoum, je prends des breaks, je cherche mes mots. Je serai comme ça en classe, hein, je serai comme ça devant vous. Donc, c'est pour ça que je le fais aussi devant caméra. En fait, je trouve que ça garde le côté plus humain, même si on est à distance, malheureusement. Je serai comme ça en classe, je suis comme ça devant la caméra. Je ferai pas 20 takes pour avoir une take parfaite, puis là, vous donner une fausse impression que je me mélange pas, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des imperfections. Comme vous les auriez en live, je me justifie. C'est tout. Donc, je pars sans plus tarder avec mon Égypte antique. Pourquoi? Ben parce que l'Égypte, c'est quand même, hein, on peut remonter facilement jusqu'à 6000 ans avant notre ère. 6000 ans avant notre ère, la fondation, donc, jusqu'à aujourd'hui, 8000 ans d'histoire. On ne peut pas vraiment passer à côté. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte aujourd'hui? Donc, l'Égypte, c'est avec sa capitale Le Caire. Le Caire, c'est ce que vous voyez encadré de bleu hein, sur la carte à gauche, là, vraiment dans le nord de la carte. Donc, Le Caire, la capitale, c'est quand même un immense pays parce que ça descend jusqu'au Grand Lac, c'est leur Grand Lac à eux, en Égypte, au sud complètement de la carte. Le Caire, c'est l'image qui est en haut à droite également, là, si vous voulez avoir une idée de à quoi ça peut ressembler. La monnaie, c'est la livre égyptienne et la langue officielle, c'est l'arabe. Aujourd'hui, l'Égypte est divisée en Basse-Égypte, Moyenne-Égypte, Haute-Égypte et la Nubie. Là, je vous pose une question comme je vous poserai en classe. On dit la Basse-Égypte, mais la Basse-Égypte, c'est la partie la plus au nord. Là, je me vais vers le haut parce qu'on met généralement le nord en haut d'une carte. Pourquoi on dit la Basse-Égypte alors que c'est en haut de la carte? Pourquoi on dit le bas du fleuve Saint-Laurent hein, quand on s'en va vers la Gaspésie? On s'en va vers le bas du fleuve avant d'aller en Gaspésie. Donc pourquoi, logiquement, quand c'est plus haut sur la carte, on appelle ça le bas du fleuve? C'est que, en fait, c'est pas une question de géographie, c'est pas la carte, mais le terrain qui amène ce genre d'expression-là. C'est-à-dire que le courant de l'eau, il ne faut pas oublier au Canada, comme en Égypte, ça part des grands lacs à l'ouest, eux autres du sud, et ensuite l'eau descend et s'en va pour nous vers l'océan Atlantique, pour eux vers la mer Méditerranée. Donc le haut du courant, le haut de l'eau, c'est plus au sud sur notre carte, tandis que le bas de l'eau, la pente de l'eau, s'en va vers le nord. Donc c'est pour ça, cette expression-là, si jamais vous vous posez la question, même ceux qui viennent du bas du fleuve, j'ai jasé avec plusieurs, ils ne savent même pas pourquoi. Ils appellent ça comme ça, c'est juste ancré dans les habitudes. Mais c'est la même chose là-bas. Donc la Basse-Égypte, c'est vraiment toute la région la plus au nord, la plus proche de la mer Méditerranée. C'est pas celle qui est en bas de la carte, il faut faire attention. Des fois, c'est des termes comme ça, j'aime bien expliquer l'étymologie des choses. Il faut se souvenir donc que l'Égypte, hein, ça c'est les deux photos que je vous ai mis dans le bas, c'est très 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 désertique. Hein. Regardez l'image que je vous ai mis à gauche complètement. La majorité du pays, encore aujourd'hui, ressemble à ça. C'est le désert du Sahara qui se rend jusque-là. La civilisation égyptienne, elle est concentrée, et ça c'est ma dernière image à droite, elle est concentrée le long du Nil. Ce fameux, si vous avez vu Astérix Mission Cléopâtre, le film, là, il y a un poème qui dit Nil, Nil. Je vous fais pas le poème au complet. Vous irez écouter le film si ça vous tente. Mais la civilisation, c'est le Nil en fait. C'est la source de la vie. On l'a vu avec le Tigre et l'Euphrate également. On a besoin de l'eau pour nos premières civilisations, pour faire de l'agriculture. Donc le reste du pays est très peu peuplé, en fait, est à peu près pas peuplé. Il y a des tribus nomades hein, qui se déplacent à travers ça, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs, certaines d'entre elles. Mais tout ce que je vais vous parler, il faut vraiment le voir comme un corridor qui longe le Nil jusqu'à la mer Méditerranée. Le pays, donc 94% désertique, mais dans la zone du delta, hein, donc toute la partie du nord,
La température moyenne à cause de la mer Méditerranée est autour du 20 degrés. C'est une température très intéressante. Et à l'année longue, hein, c'est pas comme nous, ils n'ont pas autant de variance. Et au printemps, en fait, il y a un vent très important qui souffle. Le kamsin, là, c'est des termes égyptiens, là, le kamsin. Je ne sais même pas si je le prononce comme il faut en fait, mais c'est des vents très très violents, 150 km/h. Donc théoriquement, vous roulez à 100, 110 sur l'autoroute, des fois 120. Vous n'allez pas plus loin que ça, je suis sûr. Mais imaginez 150 km/h, c'est quand même intense. Et oui, on a notre civilisation, mais c'est des déserts autour. Donc ces vents-là vont amener des tempêtes de sable absolument phénoménales. Je ne sais pas si vous avez déjà été dehors par grand vent, puis là on reçoit des petites roches, des petits grains de sable, des petits débris dans la face ou sur les bras, ça fait mal. Imaginez, là, c'est vraiment c'est douloureux là, de ces tempêtes de sable-là parce que ça détruit tout sur son passage. C'est très, très, très. C'est mortel en fait. Quand on est dans le désert, pas sur le bord du Nil parce qu'on s'en sauve un peu, mais quand même. Et juste ça, ça a déjà des conséquences sur le quotidien parce que les gens doivent vivre en fonction de ça et les gens vont déjà commencer à le justifier en disant ces tempêtes-là, c'est le dieu Seth qui nous punit pour les périodes d'abondance. Là. Donc, je vais en reparler de la mythologie tout à l'heure du dieu Seth. C'est pour ça que je faisais juste le placer déjà. Donc, notre civilisation se trouve autour du Nil, autour du delta principalement. Donc, je vous en ai parlé de ce delta, le voici plus en détail. Excusez-moi, c'est à peu près 200 km. Et donc, si vous regardez sur la grande image, on a en bas de l'image complètement un éléphant puis des militaires qui arrivent dans une ville. Et en haut complètement de l'image, on a le phare d'Alexandrie, qui était une des merveilles du monde antique. Ben, toute cette distance-là, le delta, la largeur du delta au grand complet, c'est l'équivalent de 200 km. Donc, 200 km, pour vous donner un ordre d'idée, si vous l'avez déjà fait, en voiture, c'est tu pars de Montréal, tu t'en vas à Québec ou vice-versa. Peu importe le sens dans lequel tu fais, mais c'est le delta, l'arrivée, les ramifications du Nil, juste ça, c'est 200 km et c'est la même chose à peu près en profondeur. Donc c'est quand même des superficies qui sont gigantesques. Il y a quasiment toute la période, de la grande période égyptienne va se passer dans cette région-là. Ben pourquoi? Parce que ça donne accès à la Méditerranée pour faire du commerce par les voies navigables. Mais on a quand même donc quelques villes clés que je vais vous présenter le long du Nil aussi. Mais quand on voit l'Égypte dans les films, quand on parle de l'Égypte, de la grande période de l'Égypte, c'est vraiment dans cette région-là géographique. Donc c'est quand même concentré pas mal. Donc, les origines dans ce delta-là, hein, de l'histoire des Égyptiens, ça nous vient d'un historien. Hein, on l'appelait comme ça parce qu'il nous relate des faits d'histoire, mais on n'est pas trop sûr. Et ce gars-là s'appelait Manéthon de Sébennytos. Donc, des fois, on chiale contre nos parents pour notre nom. Eh bien, vous voyez, ça aurait pu être pire. Il nous retrace dans ces histoires, là, les écrits qu'on a retrouvés de ce Manéthon. On retrouve l'histoire donc qui remonte jusqu'à 5700 ans avant Jésus-Christ, avec vraiment là, la présence de petites tribus dans la vallée du Nil qui commençaient à former des villages et qui commençaient à créer une société. Là, imaginez par exemple les cités-États que je vous ai présentées en Mésopotamie. On était à peu près rendu à ce même genre d'événement-là. Mais évidemment, donc, ça va être unifié, hein, l'Égypte. On a deux civilisations principales. Donc, une au nord, vraiment, donc dans le delta, qui ont leurs propres coutumes, évidemment, parce que c'est des conditions de vie particulières. Et on a une autre tribu qui habite un petit peu plus au sud et qui a leur propre langage, leur propre société, et ainsi de suite. Donc, on a deux rois, ce que je vais appeler deux couronnes, parce que je vais y revenir aux couronnes tout à l'heure. Le couronne de la Haute-Égypte dans le sud et la couronne de la Basse-Égypte dans le nord. Je vais vous montrer des photos de dieux, des photos, des représentations. On n'a pas de photos des dieux égyptiens, mais je vais y revenir à ces couronnes-là. C'est pour ça que je fais la parenthèse tout de suite. Donc, on a les Badari et on a aussi les Nagada. Ces deux cultures là, qui vont se côtoyer. On peut les retracer là, grâce aux archéologues qui ont retrouvé de la céramique, des outils en pierre et compagnie là, pour les retracer.
Notre histoire égyptienne, elle, se développe en plusieurs phases. Donc, la première, c'est la dynastie Tinnite. Pourquoi? Ben, à cause de, vous le voyez sur la carte à gauche, à souligner en bleu encore une fois, c'est Ténis. Tinis, ça dépend encore une fois de qui l'écrit comme d'habitude. Euh, c'est la même ville, peu importe. On est quand même en Haute-Égypte, là, à la frontière en fait, avec la Basse-Égypte. Et c'est Tinis qui est la capitale. Pourquoi? Ben parce que c'est notre premier pharaon. Hein. Le roi là-bas s'appelle le pharaon Ménès, qui va unifier à partir de Tinis les deux Égyptes en même temps. On ne sait pas trop en fait son nom parce que les écrits sont pas clairs. Est-ce qu'il s'appelait Narmer? Est-ce qu'il s'appelait Ménès? Il y a différents écrits qui l'appellent, c'est pas clair. Bref, on va se le dire. Mais ce que l'on sait, c'est que il devait ressembler à peu près à cette image-là, à cette statue-là qu'on a retrouvée. Hein. C'est une image 3D faite à partir de la statue. Et on sait que c'est lui qui a fait l'unification de l'Égypte. Là, je fais une petite parenthèse. On sait que c'est lui. Parce que Manéthon, notre scribe, hein, notre historien, l'a écrit. Mais Manéthon, bizarrement, était employé par Ménès. Donc, on se doute que hein, cette histoire de l'unification de l'Égypte, elle n'est pas neutre. Rien n'est neutre dans l'histoire. Dans les sciences humaines, généralement, c'est très dur d'être neutre versus les sciences en laboratoire que tu peux isoler les affaires. Là. Généralement, le point de vue et l'opinion de celui qui regarde oriente la façon dont il regarde et donc c'est pas neutre. Mais c'est quand même c'est l'effet qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on vous les relate. L'histoire, le cours que je donne là, le cours que je donne dans 5 ans, le cours que je donne dans 10 ans, ou celui que je donnais il y a 10 ans, c'est pas le même parce que les faits évoluent, les perceptions et les connaissances évoluent. Là, c'est ce qu'on a, c'est ce que je vous présente pour l'instant. Donc notre Ménès va unifier, mais on n'a pas seulement des rois, on a aussi déjà la présence de reines, la reine Mernette. La reine Mernette, là je ne fais pas d'orthographe parce que c'est des noms égyptiens, c'est bizarre à écrire, mais je le mentionne parce que c'est intéressant de voir que dès le début, les femmes égyptiennes, la royauté égyptienne, les hautes classes sociales, jouaient un rôle important et même dans la législation, ils vont finir par avoir des droits équivalents aux hommes. C'est très rare dans les sociétés antiques, donc je trouvais ça important de le mentionner. Et cette reine Mernette-là, qui va prendre le pouvoir après Ménès, va le faire de façon violente parce que c'est pas après Ménès directement, là, c'est 2-3 générations après, c'est son petit-fils si je me souviens bien. La reine va vraiment faire assassiner le petit-fils et va prendre le pouvoir. Et on le sait, ça, au niveau de l'archéologie. Pourquoi? Mais parce qu'on sait que les tombes de Mernès et de ses descendants ont été complètement saccagées par cette reine-là. Et elle a fait écrire, graver sur les murs, que elle les mettait en disgrâce pour l'éternité. Ça s'est rendu jusqu'à nous, fait que c'est pas pire pour l'éternité, on verra encore, là, mais ça fait quand même une couple de milliers d'années, ça a tenu. On a eu le message. Donc, les femmes vont jouer un rôle tout au long hein, de cette histoire égyptienne-là. Je vais en nommer quelques-unes de ces égyptiennes importantes-là. Ensuite, on a l'Ancien Empire. Donc, phase 2, l'Ancien Empire. Là, on remonte vraiment vers la Basse-Égypte. En fait, on descend vers la Basse-Égypte à Memphis. Memphis, c'est vraiment en face du Caire, comme vous le voyez sur la carte. Il faut littéralement traverser le Nil et on est rendu de l'autre bord. C'est un petit peu... je vais vous faire un exemple plus contemporain. En Bulgarie, on avait de chaque bord d'un fleuve la ville Buda et la ville Pest. Et ils se faisaient la guerre pour devenir la capitale de la Bulgarie. Et un jour, ils ont décidé de mettre fin à la guerre et à la place de construire des ponts, quelle belle leçon d'humanité par la même occasion, je vous invite à vous inspirer. Et en créant des ponts, ils ont unifié Budapest, qui est devenue la capitale Budapest de la Bulgarie actuelle. Donc, c'est un petit peu le même principe avec le Caire et Memphis, mais on peut pas faire, à l'époque, ils ne pouvaient pas faire de pont parce qu'ils n'avaient pas les technologies pour le faire. Mais c'est vraiment en face, c'est quelques heures là, à pied en bateau pour se rendre. Donc, la capitale Memphis. Memphis, c'est les grandes pyramides. Hein. Je vous ai pas mis cette image-là avec les 3 grandes pyramides pour rien. Parce que c'est la dynastie de Djeser. Djeser, c'est un des rois qu'on connaît moins, mais c'est lui qui va fonder cette dynastie-là. Mais ce sont ses descendants, ses 3 descendants en fait, qui vont faire ces pyramides gigantesques-là. Lui, il va se faire une pyramide à étages.
La pyramide à étages, vous pouvez peut-être avoir dans la tête les tours que je vous ai montrées en Mésopotamie, hein, avec le temple, c'est des espèces de pyramides à étages avec un temple au centre. Bien, à l'époque, c'était les premières sortes de pyramides qu'ils étaient capables de construire. Mais ses descendants, Khéops, Képhrem et Mykérinos, vont, j'ai un petit doute, vont fabriquer donc les méga pyramides que vous connaissez quand on parle de l'Égypte. Je vais vous montrer une vidéo aussi tout à l'heure avec des vraies images. Là. Ils vont faire ça, c'est des tombeaux. C'est aussi simple que ça. Nous, on se fait enterrer dans des cercueils avec notre religion. Eux autres, ils étaient des dieux sur Terre, donc ils se sont fait construire des tombeaux, des tombes à l'envergure de leur grandeur, enfin, de ce qu'ils pensaient avoir comme grandeur. Je vais vous présenter aussi les pyramides rapidement, très rapidement tout à l'heure, je vous le promets. Je vais passer pas trop longtemps là-dessus. Ce qui est intéressant aussi de mentionner sur les pyramides, c'est que les faces étaient lisses et il y avait une espèce de stuc, du stucco qu'on utilise là, pour faire les plafonds de nos jours, même si c'est moins populaire. C'était une espèce de stuc qui recouvrait, donc c'était des pyramides qui étaient vraiment lisses. On ne pouvait pas grimper dessus comme aujourd'hui. Ça a tout été balayé par les tempêtes de sable, justement, le vent et les tempêtes de sable. Donc on voit les gros blocs de pierre et on est capable de monter dessus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment des pyramides qui étaient complètement lisses. Et il y avait même pendant une certaine période, une partie qui était recouverte avec des feuilles d'or au sommet complètement. Ça n'a pas duré longtemps, ça a été pillé rapidement malheureusement. Donc, ça, c'est vraiment le début de la splendeur. Hein. C'est des choses qui nous sont parvenues jusqu'à nous, qui sont encore debout. C'est vraiment excessivement intense. C'est gigantesque. Hein. Ça prend une administration efficace, une administration qui est capable, comme vous le voyez sur l'image du bas. C'est une image tirée d'un film que je vous présentais tout à l'heure, la bande-annonce. Il faut des travailleurs, mais il faut les organiser, ces travailleurs-là. Oui, on a l'idée des esclaves, il y avait des esclaves, mais il y avait aussi beaucoup de travailleurs libres, tout simplement, qui travaillaient sur ces chantiers-là. Mais vous le voyez, la quantité de statues, et regardez la proportion que ça a face aux humains et aux chevaux qui sont à terre, ça nous prenait beaucoup d'administration pour être capable de gérer tout ça. Ça nous prouve que la société, elle était très complexe et elle était très hiérarchisée. Notre dynastie donc va tranquillement perdurer jusqu'à Pépi II. Je fais une petite parenthèse sur Pépi II parce que Pépi II, il est très drôle. C'est un pharaon qui va durer 94 ans. Son règne, pas sa vie, là, il va être plus vieux que ça encore, mais il va durer vraiment un règne très 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 long. Il n'y avait pas de médecine moderne, c'est des gens qui vivent dans le désert. À l'époque, tu pouvais avoir mal à une dent puis tu étais mort 3 mois plus tard. Là. Ça se pouvait. Donc, il y a 2, 3, 4 générations d'Égyptiens qui vont vivre pendant le règne, tout ce long règne-là de Pépi II. Et ça va vraiment, c'est lui qui va donner la stature d'incarnation d'un dieu au pharaon. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, mon Dieu, mais il est immortel. Mon grand-père me parlait de Pépi II quand il était jeune. Il est encore là quand moi je suis jeune. Il est immortel, ce Pépi II-là. Donc il va jouer là-dessus. C'est un addon. Il a eu de bonne santé. Et c'est le pharaon. Donc il y a quand même pas mal de monde qui l'entoure pour l'aider. Et ces dernières années de règne, là, quand on se met à lire, c'était pénible. De l'arthrite, des mal de dents et ainsi de suite. Donc c'était pas forcément le fun. Mais pourquoi je vous parle de Pépi II, fin de la parenthèse sur son âge, c'est qu'on on a retrouvé dans sa tombe, l'avantage des Égyptiens, c'est qu'ils gravaient dans la pierre. On a retrouvé une lettre, parce que c'est pas sur du papyrus qu'ils faisaient ça, des lettres. Eux autres, ils écrivaient des lettres sur la pierre directement. Donc, ils voulaient garder cette mémoire-là, ce souvenir-là avec lui pour l'éternité dans son tombeau. Un de ses généraux était parti, je pense que c'est en Nubie ou peu importe où, faire une escale, pas une escale, mais une charge militaire tout simplement. Et dans cette charge-là, ils ont trouvé en fait un pygmée qui faisait partie de l'armée adverse. Il y avait un pygmée, un nain, tout simplement dans l'armée adverse. Et il a envoyé le message à Pépi II. On a capturé un pygmée, un être assez étrange. Et Pépi II lui a dit, ramène-le à la cour, ramène-le. Je veux absolument le voir pour qu'il devienne un de mes divertissements à la cour. Si vous avez vu par exemple le film 300, c'est pas le pharaon, mais le roi des Mèdes
lui a une cour de gens, de monstres hein, qui ont des difformités et tout ça. C'était fréquent chez les riches, chez les rois à l'époque. Il n'y avait pas la télé, il fallait s'occuper. Fait que des gens avec des difformités, avec 3 mains, plus de doigts, moins de doigts, des affaires de même. Les riches, des fois, avaient des cours avec ce genre de personnes-là dedans pour les divertir les soirs où ils s'ennuyaient trop. Ils les faisaient défiler, ils les faisaient faire des numéros et ainsi de suite. Donc le pygmée était vraiment... Puis ça a l'air d'être quelque chose qui l'a marqué, Pépi II, parce qu'il a pris la peine de le faire marquer dans sa tombe des années, là, des dizaines d'années plus tard quand même. Donc c'est... comme quoi, hein, les anecdotes du quotidien, des fois, ça traverse les âges. Donc, notre Pépi II va finalement mourir, hein, l'Empire va s'effriter comme ça le fait toujours. Les gens vont se battre pour avoir le pouvoir à sa mort, ce qui va nous amener au Moyen Empire, dans notre phase 3, le Moyen Empire. Le Moyen Empire, c'est vraiment là, un changement drastique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait les grandes pyramides, on avait les œuvres majestueuses, mais les pharaons se sont rendus compte, en fait, hein, de leur vivant, il y a eu plusieurs pyramides qui ont été pillées par des pilleurs de tombes. Ils se sont dit, mon Dieu, je fais une pyramide qui est visible à des kilomètres, c'est sûr que les gens vont venir me voler. Et là, ils vont changer de mentalité et on va voir apparaître la vallée des rois. La vallée des rois, la vallée des reines, et ainsi de suite. Et au lieu de faire d'immenses pyramides, ils vont faire des tombeaux creusés sous la montagne, donc avec des tunnels, des réseaux de tunnels phénoménaux. Et ça va devenir plus discret, sauf les entrées qui vont rester majestueuses. Mais c'est quand même, il faut faire un petit voyage dans le désert pour se rendre jusqu'à la vallée des rois et la vallée des morts qu'on appelle, hein, vu que c'est il y a plusieurs vallées pour les titres. Et ça ne va pas empêcher les pilleurs de tombes d'y aller éventuellement, mais c'est quand même plus difficile d'accès. Donc, on voit apparaître, hein, comme justement ma photo en haut, des tombes souterraines, des tombes qui vont être plus discrètes. La capitale est Thèbes, et on a vraiment donc le pharaon emblématique de cette période-là, s'appelait Hyksos. Vous le voyez, ça c'est une sculpture qui a été retrouvée par les archéologues. Hyksos qui va vraiment réunifier l'Égypte qui s'était morcelée à la fin, à la mort de Pépi II. Il va réunifier une fois de plus l'Égypte pour en faire un grand empire. Je fais un survol parce qu'il y a pas mal de stock cette semaine. On va arriver au Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, le pharaon clé, c'est Akhénaton. Je fais la petite parenthèse sur Akhénaton à cause de la ville qu'il a créée, Amarna. Amarna, que vous voyez, c'est pas une reconstruction de la ville et du temple qu'on a fait par informatique et qu'on a enlevé le toit des bâtiments pour voir à l'intérieur. Akhénaton, en fait, a vraiment créé une espèce de premier monothéisme. Il a balayé complètement toutes les croyances de ses prédécesseurs. Il a dit croire en Horus, Apophis et ainsi de suite. C'est fini, vous n'avez plus le droit de ça. La seule et unique divinité à qui on va rendre hommage, c'est Ra. Ré, Ra, Amon-Ra, c'est le même dieu, c'est juste que le nom évolue avec le temps. C'est le dieu soleil. Je vous en avais parlé la semaine passée, hein. Les deux divinités primaires, la déesse mère et le roi soleil, le dieu soleil, parce que l'agriculture, on en a besoin de ces deux-là pour manger et pour vivre. Donc Akhénaton va aller créer une nouvelle ville perdue au milieu de nulle part, et il va seulement faire, à part les dortoirs là, quand même pour la nuit, mais il va faire construire une cité complète, mais tout à ciel ouvert, tout à toit ouvert, pour laisser le soleil baigner sa ville. Pour les coups de soleil, c'est une autre histoire, mais c'était vraiment révolutionnaire. Et il va d'ailleurs être destitué parce que ça ne rentre pas dans la mentalité des gens à l'époque. Les gens étaient polythéistes, ils pensaient qu'il y avait plusieurs divinités. Il va donc se faire renverser, il va se faire chasser, en fait, il va se faire exécuter, et on va mettre son fils à sa place sur le trône. Akhénaton est très connu aussi parce que il a une épouse vraiment phénoménale. Donc vous voyez ici le portrait familial, hein, c'est pas notre Facebook ou notre Twitter d'aujourd'hui. Donc à droite on a Akhénaton et à gauche on a sa femme Néfertiti, et on a les 3 enfants, donc les 2 filles et le fils, qui sont représentés, le tout bercé par Aton. Donc Aton, Amon, Ra,
tout ça, c'est le soleil qui les berce de ses rayons. C'est pas des espèces de flèches, là, c'est des rayons solaires qui descendent sur eux. Vous voyez aussi sur cette représentation-là hein, la forme des crânes des enfants. On peut, ça donnait, là, si vous aimez les théories du complot, c'est le temps d'embarquer sur les crânes allongés, comme dans le dernier Indiana Jones, puis les squelettes d'extraterrestres, et le fait que les Égyptiens, vous avez le droit, hein, je ne juge pas du tout ça, j'aime beaucoup ça en fait, les théories du complot. De un, c'est divertissant, de deux, ça permet d'amener un autre angle de vue sur les choses qu'on pense connaître, et c'est aussi valable ou moins valable, c'est toujours une question de choix. Mais donc, à cause de ce genre de représentation-là, c'est là que viennent les théories du complot des extraterrestres en Égypte antique. Maintenant, là, l'interprétation académique, j'allais dire scientifique, mais académique qu'on en fait, c'est tout simplement pour une déformation du crâne que les gens faisaient. C'est quelque chose qui se fait encore, par exemple, en Amérique latine, ils mettent des colliers, puis de plus en plus, ils mettent des colliers, en Afrique aussi, ils font ça d'ailleurs, pour étirer le cou des jeunes femmes dans certaines sociétés, et plus le cou est long, et ça peut être très impressionnant, plus c'est un critère de beauté et de richesse sociale. Le seul problème qu'ils se sont rendus compte, c'est que les femmes ne peuvent plus enlever les colliers parce qu'ils étirent tellement la colonne qu'elle devient trop faible pour soutenir la tête. Fait que si tu enlèves les colliers, ils se brisent la nuque. C'est un peu ironique, mais c'est comme ça. Dans les sociétés, au Pérou aussi, ils faisaient ça. En Égypte, ils faisaient ça pendant un certain temps. Ils mettaient une planche en arrière du crâne et en avant du crâne avec des cordes. Tout simplement, on faisait avec ce qu'on avait. Et ils serraient le crâne et c'était tout simplement un signe de beauté. C'était de la beauté esthétique. Ils trouvaient ça beau. Et ça donnait le statut, évidemment. Le commun des mortels n'avait pas le droit de faire ça. Ils n'avaient pas le temps de faire ça. Mais ça donnait le statut social hein, de haut rang quand on croisait quelqu'un avec le crâne déformé comme ça dans la société. Donc ça, c'est une interprétation. C'est l'interprétation qui est actuellement reconnue, en tout cas que moi j'ai vu actuellement reconnue. Il y a aussi l'interprétation que c'est le caractère divin, hein, le fait qu'il y ait des divinités qui soient incarnées dans ces enfants-là. Donc, encore une fois, plein de possibilités, mais c'est des choses qui sont... les critères de beauté évoluent beaucoup dans le temps. Donc, c'est important de les mentionner. Pourquoi on les connaît bien, donc ce Akhenaton-là, c'est aussi à cause de sa blonde, hein, c'est Néfertiti, sa femme, devrais-je dire. Néfertiti. Néfertiti, quand même, ça c'est un beau nom, ça veut dire la parfaite est arrivée. Donc Néfertiti n'est pas égyptienne, elle vient d'un royaume qui a voulu faire alliance avec l'Égypte et le roi a donné sa fille en mariage à Akhenaton. Et donc la parfaite ou la merveilleuse est arrivée. C'est ça que ça veut dire Néfertiti en égyptien, c'est un beau compliment par la même occasion. Elle est vraiment le standard de beauté dans la société égyptienne. Et encore de nos jours, le buste hein, qui est maintenant au Louvre, si je ne me trompe pas, c'est vraiment un standard de beauté. Comme je vous l'ai dit, Akhenaton va être tué. Néfertiti aussi, ils vont être vraiment tassés du pouvoir de façon violente. Donc, pourquoi on a retrouvé ce buste-là? Parce que tous leurs bustes ont été brisés, tout ça. Ils vont quand même être enterrés dans la vallée des rois. Ça reste que c'est quand même des pharaons là, et de la femme de pharaon. Mais toutes les statues, toutes les représentations, toutes les gravures de eux vont être effacées dans le royaume. Pourquoi on a retrouvé ce buste-là? En fait, on l'a retrouvé pas dans un palais. C'est en fouillant dans des zones de la ville différentes du Caire. On a retrouvé ça dans un atelier d'un artisan. Il devait être en train de le fabriquer et peut-être que Akhenaton et Néfertiti ont été renversés, donc il l'a jamais fini. Et on l'a retrouvé enterré dans du sable, dans le sol de son atelier à lui. Mais vous le voyez, donc, il a été évidemment restauré. Là, mais c'est vraiment, là, ça donne aussi pour les historiens et les historiennes de l'art, vraiment, là, on n'a pas vu ça. Autant ils dessinent de côté sur leur hiéroglyphe, autant la représentation des proportions sont vraiment parfaites. Le visage est vraiment parfait. Est-ce qu'elle était réellement aussi belle que ça? Encore une fois, est-ce qu'on voulait flatter l'ego ou est-ce qu'elle était vraiment aussi parfaite? En parenthèse pour eux, chacun ses goûts. On le sait pas. C'est peut-être que l'artiste voulait flatter l'ego aussi du couple royal, évidemment. Mais dans les écrits et dans ce qu'on a retrouvé comme trace, parce que pas tout a été détruit, oui, c'était une femme qui était reconnue pour sa beauté. Donc, elle prenait part aussi aux décisions de l'Empire. Les deux ensemble vont avoir un fils, Toutankhamon. Il s'appelait Toutankhaton.
mais quand son père va être renversé, il va reprendre le nom de Toutankhamon, Amon le roi soleil. Et pourquoi Toutankhamon, c'est un roi qu'on connaît, un pharaon qu'on connaît beaucoup? Parce que c'est un pharaon qui va mourir très jeune. Il va mourir à 16-17 ans, si je me souviens bien. Et on va retrouver, vous le voyez sur la photo de droite, on va retrouver sa sépulture, mais entière. Donc, beaucoup de tombes ont été pillées. Elle, on va le retrouver et quand ils vont ouvrir, ils vont tomber sur le sarcophage que vous voyez à gauche, complètement recouvert de bandes d'or intactes, toutes les offrandes, parce que dans la chambre funéraire, il y a les offrandes, il y a tout ce qui accompagne le voyage du mort. C'est vraiment, ça a été une découverte phénoménale parce que là, on a pu vraiment prendre en note, ils ont pris en note où était placé quoi. Donc, on a beaucoup mieux compris le rite funéraire et aussi la splendeur, l'envergure de la richesse de ces pharaons-là. Si un pharaon qui a dirigé le pays quelques années seulement avait été enterré avec autant de faste, imaginez quelqu'un comme Pépi II, là, qui a duré aussi longtemps, qui avait pu accumuler encore beaucoup, beaucoup plus de richesses. Donc, un personnage très intéressant, Toutankhamon. On continue avec la dernière époque. On est encore dans le Nouvel Empire. La dernière époque, l'époque des Ramsès, on appelle ça là, les Ramessides, parce qu'il va y avoir plusieurs Ramsès. Ceux que vous voyez, les grandes statues, c'est 4 fois le même pharaon d'ailleurs, c'est 4 fois Ramsès II, c'est son tombeau, c'est gigantesque. Vous voyez la petite affiche à côté des marches là, à l'entrée. Regardez la dimension des statues face à ça, c'est gargantuesque, c'est absolument phénoménal. Vous le voyez sur la gravure également, c'est des hiéroglyphes. Il a conquis beaucoup de peuples, il a soumis beaucoup de peuples, c'est ça que ça représente. Il va vraiment unifier, pacifier l'Égypte. Sous Ramsès, c'est vraiment le moment de gloire de l'Égypte. En fait, quand on parle de l'Égypte antique, on parle surtout du règne de Ramsès II, parce qu'avant, oui, il y a les pyramides et tout ça, mais ça n'a jamais été aussi unifié, ça n'a jamais été autant un royaume que sous Ramsès II. C'est vraiment l'époque de faste. Il va faire construire des dizaines et des dizaines de palais, il va faire construire des villes, il va détourner le Nil en faisant creuser des canaux pour que les gens aient plus de nourriture, accès à plus de nourriture. C'est vraiment là un pharaon super emblématique de cette civilisation-là. La petite carte d'identité, c'est des historiens qui se sont amusés à faire ça là, pour le plaisir, en tout cas j'imagine. C'est une carte, donc le passeport égyptien actuel, eux autres ils l'ont fait dans les années 80, 70-80, mais c'est la momie de Ramsès II qu'on a trouvée. Ils lui ont fait un passeport égyptien comme s'il était un citoyen actuel. Petite parenthèse loufoque. Donc, on continue. Cinquième, là, je sais pas, il en reste vraiment pas longtemps pour les différentes périodes. Là. La cinquième période, la période donc dite de l'Égypte basse. Pourquoi? Ben parce qu'on va retomber, c'est un petit peu le même principe tout le temps, les civilisations humaines, apogée, déclin, apogée, déclin, apogée, déclin. Ben après Ramsès II, où on a vraiment atteint un apogée dans l'Égypte antique, ben le territoire va se morceler, on n'a pas de pharaon qui a son envergure, son travail acharné, fait le pouvoir va se donner aux vizirs et aux autres sous-traitants et l'empire va se morceler, donc ça va redevenir une espèce d'âge un petit peu plus sombre, c'est perçu comme ça pour eux, là. Et ce qui traduit ça, c'est l'apparition de nouvelles divinités, des divinités qui sont liées au monde, justement, à l'obscur, au négatif et ainsi de suite. Je vous en donne deux exemples. Donc, Toutou, qui est un sphinx à tête de femme. Quand on parle de sphinx, vous avez probablement le sphinx qui est en avant des pyramides en tête. Donc, le sphinx, c'est un corps de lion avec des fois des ailes, des fois pas d'ailes, mais souvent des ailes. Et une tête d'humain. Il y a ça dans Harry Potter aussi, dans le labyrinthe. Il y a un sphinx qui pose des questions. Donc, c'est un animal mythologique qui posait des énigmes. Puis, si tu répondais pas pour vrai à son énigme, il te tuait. Donc, ça, Harry Potter, il l'a repris tel quel. Mais ça nous vient de l'Égypte, ce sphinx-là. Il y a un équivalent en Mésopotamie aussi. Donc, Totou, il te dévore si tu donnes pas la bonne réponse. C'est pas super positif comme divinité. Et on a aussi Bastet. Bastet, vous le voyez, donc c'est une femme à tête de chat.
outre son rôle, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les attributs qu'elle a dans les mains. Regardez ce qu'il y a dans son bras qui est tendu le long de son corps. Le pshent, je vais en reparler de ça, de ce signe-là, hein, de l'équilibre entre le clair et l'obscur qui est représenté par ce signe-là dans la culture égyptienne. J'y reviendrai. Par la suite, donc, cette période basse, l'Égypte, je vous l'ai dit, va se morceler. On va même avoir des intrusions extérieures qui vont se présenter. Un exemple de ça, donc, c'est les Grecs. On va en parler la semaine prochaine de nos Grecs. Alexandre le Grand qui est présenté sur la fresque de la photo que je vous montre. C'est une sculpture, c'est absolument merveilleux. Alexandre le Grand, j'en parle pas plus parce qu'on va en reparler la semaine prochaine. C'est la période macédonienne, excusez-moi. Et ensuite, quand lui va mourir et que les successeurs grecs vont prendre le pouvoir, on appelle ça la période ptolémaïque. Ptolémaïque, ça vient des Lagides. C'est la dynastie des Lagides. Je vous en reparle aussi la semaine prochaine. Et finalement, notre dernière période de l'Égypte, parce qu'après elle va redevenir l'Égypte indépendante, c'est la province romaine, donc qui va être annexée par César. Et là, c'est la période de César et Cléopâtre, qui est vraiment la fin de l'histoire antique de l'Égypte. Cléopâtre, vous le voyez, excepté cette effrontée nudité qui était représentée par le peintre, c'est aussi la couleur de sa peau que je veux que vous regardiez. Hein. Cléopâtre, reine d'Égypte, ben normalement, Cléopâtre, c'est une noire, c'est une africaine, donc elle serait supposée être noire, mais non, c'est à cause d'Alexandre le Grand et de la conquête des Grecs. Cléopâtre, c'est une descendante des Grecs. Elle est de sang mêlé, évidemment, là, mais donc une métisse. Mais elle est d'une descendance grecque à l'origine. C'est une blanche, c'est une européenne. Donc, ça fait, quand les Romains arrivent, ça fait déjà quand même quelques dizaines d'années que ce sont les Grecs qui dirigent l'Égypte. On en reparlera encore une fois la semaine prochaine. Je vous présente la société. Je fais un parcours rapide sur quelques villes avant de vous parler donc justement des dieux et de la mort, parce que la mort est très intéressante chez les Égyptiens. Donc, première ville de laquelle je vous parle, Memphis. Je vous en ai parlé tout à l'heure à cause des grandes pyramides qu'on y retrouve, nos 3 grandes pyramides. Je vous en parle parce que c'est quand même une ville emblématique encore aujourd'hui en Égypte. Memphis qui s'appelait en égyptien Ineb-Edj. Là, je m'excuse s'il y a des Égyptiens, je ne suis pas égyptien, je ne parle pas cette langue-là. Donc ma prononciation n'est peut-être pas bonne. Vous allez pouvoir me reprendre dans toutes les langues ou à peu près que je vais essayer d'aborder dans le cours. Ce nom-là égyptien voulait dire les murs blancs. Et c'est ça que c'est représenté sur l'image du bas. Tiens, là, je fais la parenthèse, je pointe en bas, puis je regarde en bas de temps en temps. Hein, c'est parce que moi, mon ordinateur, avec la présentation prédit, est juste en dessous de la caméra. Donc, c'est pour ça que des fois, dans l'espace, je vais vous dire, sur le prédit, puis je vais pointer en avant. Parce que pour moi, il est en avant. C'est pour ça, c'est pas juste parce que je suis trop tout seul. Là, c'est cohérent dans mon organisation de mon espace à moi. Donc, les murs blancs qui sont représentés en dessous ici, là, sur l'illustration, ça, c'est vraiment un artiste contemporain qui l'a fait. Mais Memphis, donc, vous voyez la statue, c'est encore une fois notre Ramsès II, hein, cette statue-là. Mais là, vous avez des humains à côté, en haut. Là, la vraie statue, je parle pas les représentations. Vous avez des humains qui se tiennent debout, ça vous donne une idée. Là, la tête est aussi grande qu'un humain. C'est des statues qui sont sublimes, qui sont gigantesques. Et regardez à gauche, donc, ces fameux sphinx-là que je vous parlais tout à l'heure. On en retrouve encore aujourd'hui. C'est intéressant. Nous, on a des églises et on a des monuments aux morts qui parsèment nos villes. Eux, ils ont des sphinx pour se faire du décor. Chacun son histoire, chacun son environnement. Donc, Thèbes, c'est une des villes les plus importantes. C'est là où Ménès aurait établi sa capitale. Il aurait d'ailleurs, dans les écrits de Manéthon, notre script du début, là, il aurait détourné le Nil au grand complet avec des digues pour être capable de créer sa ville de Memphis. Encore une fois, on pourrait avoir le doute de se dire c'est pas vrai. Mais on a un autre qu'on pense plus crédible, Hérodote, qui est un vrai historien, notre premier historien chez les Grecs, là, qui est reconnu comme le fondateur là, de la discipline historique, qui va lui aussi, dans ses textes, dire il a détourné le Nil
pour fabriquer la ville de Memphis. Là, moi, je vous pose la question parce que le but, c'est de développer votre esprit critique. Est-ce que Hérodote écrit ça parce qu'il l'a vu? Non, c'était des milliers d'années avant lui. Donc, est-ce qu'il fait juste reprendre les écrits de ce qu'il a lu et de ce fait même, il reporte encore le mensonge? On ne le sait pas. Je vous lance le questionnement tout simplement. Une autre ville emblématique, c'est Thèbes. Donc, je vous en ai parlé de Thèbes tout à l'heure. C'était dans le même coin que Ténis, hein, la première capitale. Thèbes, c'est vraiment le lieu touristique aujourd'hui. Vous le voyez sur mes 4 images. Là, les choses sont absolument merveilleuses. Les sites archéologiques, les ruines, je vais finir par le dire, les ruines sont absolument magnifiques pour être capable d'aller les visiter encore aujourd'hui. Donc, Thèbes, ça se disait Ouaset, je pense, donc Ouassé, Ouaset, le sceptre ou la puissance. Thèbes, ça va vraiment être la ville de Ramsès II. Donc, il y a son temple, le temple de Luxor, une des entrées vers la vallée, vers les tombeaux des rois les plus grands. Il y a une ville complète, vous le voyez sur l'image en bas à droite, une ville complète là, qui nous a été restituée par les archéologues. Donc, c'est vraiment immense. C'est 2 sites principalement. Donc, le site de Karnak, le complexe, hein, cette ville-là, c'est le complexe de Karnak, qui est relié jusqu'au temple de Luxor. Donc, c'est le temple qui est en face. Le temple que je vous ai montré déjà 2-3 diapositives avant. Donc, c'est le temple de Luxor qui est bordé sur à peu près 3 km par des sphinx tout le long, là, à quelques mètres séparés de quelques mètres, mais quand même sur plusieurs kilomètres, des sphinx tous alignés pour aller de la ville au temple. C'est vraiment grandiose, encore une fois, des sociétés qui sont très bien établies, des sociétés qui sont très complexes pour être capables d'organiser du travail comme ça. Thèbes, je ne passe pas plus de temps là-dessus. Je vais vous présenter Alexandrie. Alexandrie, c'est une ville qui est beaucoup plus jeune que les 2 autres. Pourquoi? Parce que c'est Alexandre le Grand, Alexandrie, qui va la créer, cette ville-là, et qui va lui donner son nom. Mais la ville d'Alexandrie est intéressante parce qu'elle va avoir le phare d'Alexandrie. Ça, c'est ce qui est représenté en bas à gauche. Le phare d'Alexandrie, qui va être considéré comme une des merveilles de l'Antiquité, une des 8 merveilles du monde de l'Antiquité. Les 2 seuls qui sont encore qu'on peut encore voir en fait de nos jours, c'est les pyramides d'Égypte et la grande muraille de Chine. Les autres ont été détruites par le temps et les catastrophes naturelles, les tremblements de terre et autres. Donc, le phare qui était vraiment reconnu dans toute la Méditerranée. La ville est très bien construite. Elle a été imaginée par un Grec. Regardez dans la carte en bas, complètement en bas à droite. Là, elle est construite sur un système en damier, hein, en croix, un petit peu comme les villes anglaises vont l'être de nos jours, depuis le 18e siècle. C'est vraiment une question c'est plus pratique pour se déplacer. On est capable de s'orienter beaucoup plus facilement. Et on a le grand port, hein, qui est illustré en dessous du nom d'Alexandrie. Là, c'est une reconstitution par informatique. Ce grand port-là, donc, qui était vraiment un havre pour le commerce pour tous les peuples de la Méditerranée. Et en haut complètement, donc, l'image d'Alexandrie, ce qu'elle a l'air aujourd'hui. Alexandrie, là aussi, parenthèse, mais c'est des choses qui sont cocasses. Vous connaissez peut-être la bibliothèque d'Alexandrie, qui était la plus grande bibliothèque du monde, qui malheureusement va être en proie aux flammes et qu'on va perdre une bonne partie. Mais celle-là, je l'ai bien aimée. Le roi qui était Imhotep, je pense à cette époque-là, peu importe, le pharaon va dire tous les navires, tous les navires qui rentrent dans le port d'Alexandrie, on prend tous les livres qui sont sur le bateau et on demande à des scribes de tout recopier, de tout refaire des copies de tous ces livres-là. Là où ça devient cocasse, c'est qu'ils vont garder les originaux et ils vont donner les copies aux propriétaires des bateaux. Il y a des propriétaires des bateaux qui vont s'offusquer, mais ils vont se faire dire va-t'en, c'est tout. Et ils vont cumuler au-dessus de 400 000 livres comme ça. C'est du vol pur et simple, mais ils vont accumuler 400 000 livres. Ça va vraiment devenir un lieu de savoir. Les Grecs vont faire des voyages à Alexandrie pour ça. Les Romains vont faire des voyages à Alexandrie. Au temps de Jules César, il y a au-dessus de 700 000 livres dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est vraiment
gigantesque. C'est pas comme aujourd'hui, hein, sur une clé USB, ça prend vraiment beaucoup d'espace. C'est gigantesque comme la bibliothèque, le bâtiment lui-même. Le problème, c'est que Jules César va mettre le feu à la ville et la bibliothèque va être touchée et on va perdre beaucoup de documents comme ça. J'en reparlerai en temps et lieu de ça. Dernière petite ville, je vous en mets un tout petit extrait parce que ça lag, je me suis rendu compte en faisant du montage, mais quelques images aériennes du Caire quand même, pour vous montrer de quoi ça a l'air aujourd'hui. Donc là, ça lag, c'est pour ça que je vais arrêter ça là. Je le précise par la même occasion. Vous avez accès au lien du prédit. Hein, vous avez accès dans la description du vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien du prédit et vous pouvez aller cliquer sur ces vidéos-là directement dans le prédit. Ça va jouer. Donc vous y avez accès libre à vous en fonction de vos intérêts. Mais je trouve ça quand même intéressant de vous montrer quelques images plus concrètes. Ça vous donne un break de moi. Par la même occasion. Ça m'a fait penser dans la vidéo, je trouve ça toujours important, encore une fois, de faire les solutions alternatives. On nous montre toujours le même angle de vue hein, des pyramides, c'est merveilleux. La pyramide avec le désert à perte de vue en arrière, c'est féerique, ça fait rêver. Il y a un photographe qui s'est amusé à voyager partout dans les lieux les plus touristiques du monde et à prendre la photo de l'autre côté de ce qui est montré dans les brochures de voyage. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que l'étalement urbain, hein, la ville de Memphis a tellement grossi que de l'autre côté, là où l'image recule, ben, en dessous, la ville, elle est rendue au pied de la pyramide. Le gouvernement a été obligé d'obliger qu'une certaine portion du territoire soit interdite de construction. Parce que si on la photo qui monte de l'autre bord, on a la pyramide, puis tout de suite en bas, on a des maisons très modernes actuelles. Ça clash vraiment beaucoup. Mais ça, dans les brochures de voyage, ils ne vous les montrent pas. Comme les maladies que vous pouvez attraper quand vous partez en voyage, qui ne vous nomment pas non plus. Je ferme la parenthèse sur les villas et j'embarque dans la mort parce que c'est lugubre, mais c'est un sujet très intéressant chez les Égyptiens qui ont une belle façon d'aborder la mort et non pas notre façon anxionisante, je sais pas si ça se dit, d'aborder la mort. Là. Nous, c'est très négatif la mort. Eux autres, ils voyaient ça comme quelque chose de plus positif. Donc, ils avaient, au courant de leur vie, les élites, encore une fois, je vous ai présenté les classes sociales. Je vais le faire rapidement tantôt, je vais repasser pour vous donner les noms, mais les classes sociales sont les mêmes, hein, donc le pharaon avec les hauts dirigeants. On a nos scribes, hein, ceux qui savent écrire là-dedans. Eh bien, ces gens-là passaient leurs études dans ce que nous on appellerait une école, là, mais ce qui s'appelait la maison de vie. Donc, hein, déjà là, c'est beaucoup plus positif que le livre de la mort. La maison de vie, c'est une école où on apprenait à lire, on apprenait à écrire, la comptabilité, il y avait un rôle économique avec toutes les branches de l'administration se retrouvaient là, mais on avait aussi la formation des prêtres qui incluait donc toutes les rites funéraires et tout ça, de passage vers la mort. Et c'est vraiment c'est gigantesque, ces maisons de vie-là. Et on apprenait par cœur tout ça, parce que le principal rôle des scribes, c'était une spécialisation, là, c'était d'écrire des livres de la mort. Donc il y en avait qui étaient spécialisés là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui peut se faire construire une pyramide gigantesque. J'ai pas les moyens, j'ai pas la main-d'œuvre pour ça. Mais le livre de la mort, en fait, contenait toutes des formules, toute une série de règles, une série d'étapes à suivre quand on allait mourir pour pouvoir aller paisiblement dans la mort. Le livre de la mort, c'est nous qui l'appelons comme ça parce que c'est dramatique, puis ça fait en sorte que notre article est publié dans un journal, puis qu'on se fait lire. Les Égyptiens, eux, l'appelaient le livre pour passer la fin des jours, quelque chose du genre. Là, c'était encore une fois beaucoup plus paisible et beaucoup plus aimable. C'était vraiment un guide. Donc, ça disait
C'était personnalisé, évidemment, en fonction de la personne, là. Mais ça disait donc, quand Jim va mourir, ben, premièrement, il faut qu'il se fasse embaumer, parce que le corps, il faut qu'il soit embaumé pour être préservé, si on veut revenir à la vie dans le royaume des morts. Mais ensuite, il va aller au royaume d'Horus, et là, il va croiser en premier Apophis. Ensuite, il va croiser en deuxième Horus. Ensuite, il va... Puis là, pour satisfaire telle divinité, il faut lui faire telle offrande, ou il faut chanter telle chanson, ou il faut lui faire tel serment d'allégeance, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment un guide pour rencontrer les dieux dans l'au-delà, faire les choses comme il faut, et être accepté au paradis par la suite. Euh, donc, je vous montre les représentations qui sont ici, là, qu'on a retrouvées sur des hiéroglyphes. C'est vraiment très positif. Donc, le livre pour sortir du jour, c'est comme ça qu'il l'appelait. C'est vraiment donc la représentation en dessin qui est en bas est un petit peu plus précise. Là. Ça permettait donc de trouver le chemin. Je vous lis un extrait de ce livre des morts-là. Donc, la mise en contexte, je vais dire. Cette formule a été trouvée à Hermopolis, excusez-moi, sous les pieds de la majesté de ce dieu auguste, écrite sur un bloc de quartzite de Haute-Égypte et un écrit du dieu lui-même, au temps de la majesté du roi de Haute et Basse-Égypte, Mycerinus, juste de voix, par le prince Djedéphor, qui le trouva quand il vint inspecter les temples. Donc, le livre des morts a été écrit par une divinité lui-même, et les scribes n'en sont que les recopieurs. Hein. Ils ne font juste que renvoyer le message des dieux. Encore une fois, esprit critique, s'il vous plaît, on se doute que c'est le pharaon qui a fait une commande, et là, tout le monde s'est dit « Oh mon Dieu, le pharaon a fait ça, je vais faire ça moi aussi. » Les humains, on ne change pas, même si la technologie évolue. Donc, mais encore une fois, une belle justification. Donc, le passage, comment ça fonctionne? Hein? Il y a 192 formules qui font vraiment les étapes. Le livre le plus complet, l'exemple qui est en bas justement là, sur votre écran, c'est le papyrus de Turin. Le papyrus de Turin il est intéressant parce qu'on a 169, quelque chose du genre, des 192 formules qui sont recensées à l'intérieur de ce... Donc, il est vraiment quand même très complet. Mais je fais la parenthèse sur Turin. Turin, ça sonne pas très égyptien dans votre tête, j'espère, à votre oreille. C'est une ville d'Allemagne, hein, Turin. Donc, je vous en avais parlé hein, de ces archéologues et de ces historiens européens qui sont allés prendre le patrimoine dans d'autres pays. Ben, ça en fait partie, ils l'ont ramené en Allemagne. Mais au moins, il est bien conservé. C'est l'avantage pour les égyptologues. Donc, le livre des morts permet là, d'aller de la nécropole vers la momification, de la momification vers la nécropole, vers le monde souterrain, et de faire donc la renaissance du corps. C'est pour ça hein, qu'on faisait la momification en Égypte antique. Et ensuite la transfiguration. La transfiguration, eh bien, on n'a pas ça dans la religion catholique. Nous, on va, nous, je dis... en Amérique du Nord, c'est pas nos croyances, c'est pas vos croyances personnelles, je le sais pas, là, mais on s'en va au paradis, puis on chill avec Dieu, ou on s'en va en enfer, puis on se fait piquer les fesses par Satan. Eux, dans leur renaissance, dans le processus de renaissance, ils finissaient par ne faire qu'un avec Ra, Amon-Ra, Ré, ou peu importe comment le nom qu'ils utilisent en fonction des époques, là, mais ils ne faisaient qu'un avec leur divinité principale. Donc, c'était vraiment c'est l'état de béatitude, un petit peu comme on a dans la religion catholique de nos jours, mais en symbiose avec leur divinité. Une petite variante pour le plaisir. Et donc, ils étaient emmenés dans une barque. Hein, c'est pour ça qu'on a la barque en dessous de la divinité qui représente le ciel. En bas, la barque qui emmenait le corps du défunt vers le futur. La renaissance future. Dans les tombeaux, on a différentes sections. Hein. Donc, les tombeaux, je vous le rappelle, c'est nos pyramides. On a deux sections principales. On a la section en haut qui ressemble à une espèce de petite flèche. Là. À l'intérieur, là je suis dans mes deux images à droite, hein, la pyramide coupée où on voit l'intérieur. La chambre du roi qui est identifiée dans la carte du bas. Donc, c'est vraiment un lieu où la momie du roi est enterrée dans un sarcophage. Donc, on a premièrement la momie.
avec les petites bandelettes blanches. On a un premier, un masque funéraire, les attributs, hein, la coiffe, les sceptres et tout ça. Et ensuite, on met tout ça dans un sarcophage qu'on referme encore pour conserver le corps. Et à côté de ça, ben, on a plein d'offrandes. Par exemple, là, je m'excuse pour les amis des animaux, moi non plus, j'aime pas ça. Mais on a plein de momies de chats, parce que les chats sont considérés, sont divinisés chez les Égyptiens. Et quand le pharaon meurt, ben, souvent on tuait tous ces chats, on les momifiait et on les enterrait avec lui. Parce que dans la croyance, on faisait ça avec des serviteurs aussi et avec sa femme de temps en temps, on croyait que ces chats-là allaient servir leur pharaon, allaient continuer à le suivre dans l'autre monde et à lui aider des tâches. Parce que dans le processus pour se rendre jusqu'à dans un des dieux qu'il faut qu'on lui fasse plaisir pour se rendre jusqu'au paradis, ben, il faut aller lui chercher des trucs pour qu'il puisse se faire une recette. Et les chats sont supposés justement servir à ça dans l'au-delà. Ils vont aller chercher, à la place que le pharaon soit obligé de travailler et que ce soit fatigant, mais les chats vont aller chercher les éléments pour faire la recette à sa place. Donc, désolé pour les amis des animaux. Il y a aussi beaucoup de richesses, hein, plein d'argent, plein d'or et compagnie. À côté de ça, c'est ça qui va attirer aussi les pilleurs de tombes, évidemment. Je retourne à l'image du bas. Vous voyez qu'en dessous, on a la chambre de la reine. Oui, malheureusement, on n'ouvrait pas une deuxième fois la pyramide pour aller installer la reine. On l'installait en même temps que le roi. Malheureusement, c'était comme ça. Et ça va nous donner donc nos pyramides gigantesques. Vous le voyez justement, le sphinx dont je vous parlais tout à l'heure, donc mi-lion, lui n'a pas d'aile, mais certains en ont. Et la face humaine, lui c'est un homme. Ça dépend des sphinx de la divinité qui voulait être représentée là. On continue, excusez, je sais pas pourquoi. Ah, c'est pour ça que je suis descendu avec la flèche. J'ai un petit vidéo, je vous le montre pas. Je le clique pas là parce que ça lag un peu quand j'enregistre l'écran puis que je vous montre le vidéo en même temps. Vous pouvez aller cliquer dessus. C'est pas très long en fait, vous pouvez commencer à 1 minute 30 puis aller jusqu'à 3 minutes et demie, 3 minutes et demie. C'est le bout qui est intéressant parce que il vous montre l'intérieur la vallée des rois. Il montre tout le complexe. Si vous écoutez le vidéo complet, là, il vous montre un peu tout le complexe de la vallée des morts. Hein. Donc il y a la vallée des rois, la vallée des reines, la vallée des enfants, la vallée des marchands, la vallée des scies, parce que les riches ont voulu imiter encore une fois les rois. Donc il y a plein de vallées comme ça, mais là il présente la découverte justement d'un pharaon. En fait, c'est une tombe qu'ils avaient déjà fouillée, puis à cause d'un mouvement sismique, d'un tremblement de terre, il y a une partie dans la tombe qui s'est effondrée, puis quand ils sont retournés voir les dégâts, ils ont fait « Hein, qu'est-ce que c'est ça? » Puis ils ont enlevé la pierre. Il y avait une autre chambre en arrière, ils ont fait une découverte merveilleuse. J'essaye de vous titiller, j'espère que ça marche. Allez voir la vidéo si ça vous tente, si ça vous tente pas. Je ne suis pas avec vous pour vous obliger. Donc, la momification, hein, ces momies qui ont fasciné les humains depuis qu'on les a redécouvertes. Les amateurs de films d'horreur ou d'Halloween savent beaucoup de choses là-dessus. Je me fais quand même un petit devoir de repasser là-dessus. Principalement parce que moi je trouve ça intéressant. Ce genre de choses-là, ça varie des conceptions que nous on a du monde. Mais c'est aussi parce que s'il y en a qui s'intéressent à la médecine et au corps humain, hein, c'est des conceptions vraiment différentes du corps humain qu'ils avaient. Donc, oh mon Dieu, drame de la vie, le pharaon meurt, maladie, peu importe, assassiné probablement. On va donc préparer son corps pour être capable de faire la résurrection plus tard, de revenir à la vie. Il y a les films La Momie qui sont très douteux, c'est des no-brainers, c'est pas très bon, mais tout ce concept de vie après la mort et tout ça, avec une passion romantique. En plus, pour faire plaisir à tout le monde. Allez écouter ça, c'est des no-brainers en mangeant, ça fait un bon background. Mais plus concrètement, les momies, comment ils fabriquaient ça en fait. Donc, à la mort du pharaon, ils prenaient le corps, et ça, c'était des travailleurs vraiment spécialisés, de très haut rang. Il n'y a pas personne qui touche au corps du pharaon à part ces gens-là. Ils vont commencer par le laver, donc c'est ça qui est représenté sur les images à l'écran, je vais vous les remettre. Ils commençaient par laver le corps au complet à l'eau, tout simplement, de l'eau pure du Nil, parce que le Nil donne la vie en Égypte. Et ensuite, là, c'est aux petits oignons, s'il vous plaît. On coupe les ongles, on épile
manucure, pédicure, on coupe et on coiffe les cheveux. On met vraiment là, beau bonhomme au maximum qu'on est capable, ou belle bonne femme si c'est la femme du pharaon, la pharaone par la même occasion. Donc on le nettoie au grand complet. Là où ça devient un petit peu moins propre, c'est on va vider le corps parce que les organes à notre mort se décomposent, c'est ça qui fait la putréfaction. Donc une des premières choses, parenthèse par rapport parce que je parlais avec un ami qui est embaumeur dernièrement, euh, une des premières choses qui lâche quand on meurt, c'est les sphincters. Les sphincters, c'est l'anus. Donc, une des premières. Les cadavres, généralement, ont fait dans leur culotte au sens littéral parce que les muscles se relâchent à la mort. Donc, évidemment, on ne peut pas laisser des corps de pharaon souillés comme ça. On va le nettoyer au complet. On va faire une petite incision au niveau des côtes ici, ou juste en dessous du sternum. Et on va aller retirer les organes un à un. Là, c'est des organes de pharaon, on ne va pas les jeter. On va les nettoyer. Hérodote, notre historien, justement, parlait de ça. Il disait, ils les lavent, ils mettent de la cannelle, ils mettent des épices pour embaumer. Embaume, ça sent fort, ça sent bon, dépendamment des goûts. Mais ils vont mettre des épices pour préserver les organes. Et ils vont les mettre dans des petits jars, des espèces de des petits sarcophages pour chaque organe, parce que comme ça, le pharaon pourra les récupérer dans l'autre vie. Ce sont les petites statues qui sont en haut de l'image dans le prédit, mais que je vais remettre le prédit à l'écran. Donc, on a ces petites statuettes-là qui vont être dans le tombeau avec le pharaon. On les vide, donc le cœur, le foie, l'estomac, les intestins, on vide tout. On nettoie l'intérieur, c'est pas une job facile. On nettoie l'intérieur avec de l'eau et une espèce d'huile, je sais plus c'est quoi exactement, mais ils nettoient tout ça. Ils mettent là des épices et tout ça. La seule chose qui était interdite, c'était de l'encens. Je sais pas pourquoi, c'était dans mes lectures, donc je vous le dis. Mais on va mettre toutes des épices, toutes des affaires comme ça. Le but, c'est d'assécher le corps. Ces épices-là vont absorber l'humidité, vont absorber l'eau du corps. Et en asséchant complètement le corps comme ça, le corps va se préserver plus longtemps. Ensuite, on va, pour certains, les pharaons, tout ça, on va les maquiller, on va recoudre aussi par la même occasion, on va les maquiller et tout ça. Ensuite, on va les embaumer là, vraiment avec les petites lingettes de lin blanc. Donc, c'est des bandes de tissu, des bandes de drap coupées. Puis on va enrouler le corps là-dedans. Encore une fois, le but, c'est de le préserver de l'humidité ambiante parce que le lin va absorber l'humidité avant le corps. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre vraiment les bijoux d'apparat, donc souvent un masque funéraire qui représente le visage du pharaon. Le pharaon, c'est un masque en or. Les moins riches, les hauts administrateurs, les hauts prêtres et ainsi de suite, eux autres vont avoir des masques en d'autres métaux, du cuivre et compagnie qui sont moins riches. La coiffe royale, évidemment, les sceptres et ainsi de suite, là, pour montrer le statut social de la momie. Et on va le mettre dans un sarcophage et on va le mettre soit dans le tombeau, soit dans la pyramide, dépendamment de la période de l'Égypte dans laquelle on est. Et on va évidemment là, on est dans des sociétés où la magie et la politique sont interreliées. On va mettre des malédictions à l'entrée de ces tombeaux-là, donc là, c'est le concept du film de la momie. Qui ouvrira ce tombeau-là sera maudit et devra mourir pour payer sa faute. Ça, on n'y croit pas. Là, je me prononce même pas là-dessus, c'est autre chose. Donc, par la même occasion, maintenant que j'ai remis mes images à l'écran, des exemples de momies. Donc l'image en bas, complètement à gauche, la momie qui a été sortie de son sarcophage qui est juste à côté. Et une représentation de momie parce qu'elles sont rarement aussi bien conservées que ça. Il me semble que c'est une représentation, c'est pas une originale, là, à droite. Avec le masque de mort justement que je vous parlais, qu'on peut mettre par-dessus le visage une fois qu'on a mis les bandelettes de lin. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que les pharaons soient capables de rejoindre les divinités dans l'au-delà. Les divinités, c'est quoi? Donc notre panthéon, nos dieux, c'est qui? Je ne vous les présenterai pas tous parce que ça va être très long si je fais ça. Je vais vous en présenter seulement quelques-uns. Donc complètement à gauche, on a Ra. Ra, il y a un mérite assez clair, il est le créateur de l'univers. Donc
on existe grâce à Re-Ra, Amon-Ra. Encore une fois, hein, tout ça c'est le même Dieu, mais il est le représentant, donc le créateur de toutes choses, et on le représente avec différents noms à travers les différentes époques, mais c'est le même Dieu. Vous le voyez, hein, l'espèce de signe qu'ils ont dans la main, tous ces dieux-là. En fait, c'est le concept du bas et du ka. Ce signe-là, je ne me souviens plus du nom, du terme exact, mais ça représente l'équilibre entre le bas et le ka, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps, le physique. C'est vraiment c'est un signe d'équilibre dans la société égyptienne. C'est aussi le devoir du pharaon de garder cet équilibre entre le royaume mortel, son royaume, l'Égypte, et le monde de l'au-delà, le monde des divinités. Donc le pharaon, sa job, entre autres, c'est d'être juste, équitable, de rendre justice et d'équilibrer ces mondes-là pour que le monde physique, le monde réel, ça reste positif et tout en respectant le monde des dieux. Donc, dès le début, dès le premier dieu primordial, on a cette représentation-là de l'équilibre de l'univers. Intéressant comme parenthèse, je trouve. À côté de lui, on a son fils, un de ses deux fils, en fait, Amon-Ré, qui est donc son fils gentil, entre parenthèses. Et on a Seth, donc un petit peu plus loin, juste au-dessus de l'extrait vidéo, là, à droite. On a Seth avec différentes têtes. Ça dépend de la représentation. Là, c'est un chacal. C'est le dieu, le frère méchant cette fois-là. Les deux, là, c'est les deux enfants dans Adam et Ève, les deux fils d'Adam et Ève qui vont se battre, puis il y en a un qui va tuer l'autre. C'est un peu le même principe, hein, on n'invente rien. Seth va tuer... excusez-moi, c'est Osiris, excusez-moi, le dieu gentil, c'est Osiris, je me suis trompé. Donc Seth va tuer son frère Osiris, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va devenir la première momie, hein, ça aurait été le premier pharaon d'Égypte, Osiris. Il va préalablement lui arracher les yeux et ainsi de suite. Là. Bref, une belle relation frère-frère, comme on en a encore de nos jours. Je divague. Ces dieux-là inspirent encore aujourd'hui. Je vous le mets pas, cet extrait vidéo-là, parce que c'est vraiment un trailer. C'est un gros blockbuster américain. J'aime beaucoup, beaucoup les films. Celui-ci, malheureusement, n'est pas très bon, mais il représente bien cette bataille entre Seth et Osiris. Encore une fois, si vous voulez un no-brainer, c'est moins bon que les momies, ça vous en dit long quand même. Mais c'est la bataille épique. Il y a des gants de chess, il y a des filles en décolleté, comme d'habitude dans les blockbusters américains pour accrocher le public. L'histoire est cucu. Ils reprennent la mythologie, mais en tout cas, la façon dont c'est filmé, moi, ça me rejoint pas du tout, les gros blockbusters comme ça. Il y en a des bons, c'est pas la formule blockbuster qui me dérange, c'est ce type-là. Bref, c'était pas de mon goût, vous écouterez si ça vous tente. Le trailer, il dure 3 minutes, ça vous donne une très bonne idée du film, mais c'est l'histoire pour vrai d'Osiris et de Seth qui se battent à l'époque. Donc, je continue avec deux autres dieux quand même qui sont, je précise, Isis quand même, la femme d'Osiris, qui est une des premières divinités également. Mais il me reste Thoth, donc à droite, le troisième avant-dernier à droite. Thoth avec une tête d'ibis. L'ibis, c'est un oiseau qu'on n'a pas ici, mais qu'ils ont en Égypte. Thoth, c'est la divinité de la connaissance, c'est la divinité de la lune, et c'est la divinité tutélaire des scribes et des professeurs. C'est pour ça que je le mentionne. Et nous avons Apophis, à droite complètement. Donc vous le voyez, ils ne se sont pas trop cassés la tête. C'est un serpent avec des jambes humaines. Je ne sais pas trop pourquoi. Un serpent, ça se déplace très bien tout seul. Mais je fais ici un lien avec le premier cours. Ce sont des divinités. Il y en a plusieurs, donc c'est polythéiste. Et on a un serpent avec des jambes humaines. C'est anthropomorphe. La tête de chacal faisait aussi la job pour l'anthropomorphe. Donc, caractéristiques et humaines et animales. C'est la même chose qu'en Mésopotamie, exactement. Donc, c'est un panthéon, écoutez, c'est très riche. Là. Il y a des livres et des livres à n'en plus finir. Il y a des films à n'en plus finir sur ces guerres de dieux-là. Si ça vous intéresse, là, faites une recherche Google, ça n'en finit pas. Si ça vous intéresse, je ne veux pas juste vous écœurer avec ça non plus.
On a donc très rapidement hein, l'ordre social, excusez, je me fais influencer par l'ordre de maths, les classes sociales. Donc en haut, on a le pharaon. Le pharaon, il est vraiment donc le représentant. Il n'est pas seulement le représentant, il est l'incarnation de Dieu sur terre. Il est obligé là, de vraiment gérer les armées, gérer l'administration. Il est aussi le prêtre suprême, tant qu'à faire. Et il est vraiment donc le responsable de l'ordre de Maat. Maat, c'est quoi? Ben, c'est cet ordre, cet équilibre-là dont je vous parlais entre le bien terrestre, hein, être juste, être équitable, faire le bien en tant que souverain, et le royaume des divinités. C'était ce principe-là de l'ordre de Maat. Maintenant, j'attire votre attention sur l'image en bas à droite, les trois sur le fond blanc, là, les trois pharaons back-à-back. Le premier à gauche complètement, c'est la première coiffe originelle que les premiers pharaons égyptiens portaient. Et ensuite, on a les deux couronnes. Je vous ai parlé au début du cours de la couronne de la Haute-Égypte et la couronne de la Basse-Égypte. Donc, si je me souviens bien, la couronne bleue au centre, c'est la Haute-Égypte. Et à droite, c'est la Basse-Égypte ou l'inverse. Peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez à gauche, donc la gravure, hein, le hiéroglyphe qui nous représente le pharaon qui porte les deux couronnes qui t'entouraient donc de ces deux femmes, parce qu'ils étaient polygames à l'époque aussi, qui est entouré donc de ces deux femmes et qui porte les deux couronnes en même temps à ce moment-là. La vie quotidienne, avant d'arriver à la vie quotidienne, je fais un autre dernier petit bout. Le pharaon, oui, il est responsable des armées, oui, il est responsable de la royauté, de la religion et tout ça. Il ne peut pas faire tout seul tout ça. Évidemment, c'est une société bien trop complexe. Donc, il y a plein d'étages en dessous. Son second en hiérarchie, il s'appelle le vizir. Vous avez peut-être déjà entendu ça comme terme. C'est un terme qui est resté dans l'Empire musulman. Encore jusqu'à nos jours, ça existe ce titre-là dans la hiérarchie. Le vizir, c'est comme un ministre. Pour nous, c'est un mot qui change, mais la fonction est la même. Et on a ensuite des sous-vizirs et ainsi de suite qui vont gérer tout l'Empire. C'est d'ailleurs pour ça que l'Empire va se morceler. Quand un grand pharaon va mourir, ben ces sous-vizirs-là vont reprendre du pouvoir et vont vouloir devenir des petits pharaons locaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, même chose que partout ailleurs. Je finis avec la vie quotidienne de mes Égyptiens. Donc, les bâtiments sont construits en briques crues. Pourquoi en briques crues? Ça a sorti bizarre. Pourquoi en briques crues? Eh bien, tout simplement pour garder la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une région qui est très chaude. Donc, ça permet de garder les maisons plus humides et plus fraîches. On va avoir des cuisines ouvertes, donc au sommet du toit. On va laisser un trou, hein, c'est pas fermé partout. On serait en classe, je vous poserai la question, mais pourquoi laisse-t-on un trou dans le toit de la cuisine? Avez-vous une idée? Tout simplement parce qu'on n'a pas de hotte, on n'a pas de fan, donc on a besoin de faire sortir la fumée quand on fait à manger. Donc on aère comme ça. C'est un trou, c'est pas toute la cuisine qui est ouverte au grand complet, là, c'est un petit trou dans le toit de la cuisine, mais ça permet donc à la fumée et aux odeurs et à la chaleur de sortir en cas de besoin. Ingénieux. On a une petite meule. Une meule, c'est quoi? Hein? On va reparler des moulins au Moyen-Âge, mais c'est tout simplement quelque chose pour concasser le grain. On en a parlé de la pierre polie au dernier cours. Là, ça a un petit peu évolué, c'est devenu une meule. Une meule, tout simplement, c'est une roue. Une roue en pierre avec la surface plate et elle tourne donc avec un morceau attaché à un morceau de bois, on la fait tourner et ça écrase le grain en roulant dessus parce que c'est lourd de la pierre. Aussi simple que ça, mais encore une fois, pour faire du pain, faire de la farine et faire du pain, on en a besoin. Et on a la présence donc de fours à pain aussi, c'est pour ça que je vous disais faire sortir la chaleur des cuisines à cause de ces fours à pain-là. Le commerce, j'y reviens pas.
Pour la simple et bonne raison que je vous l'ai présenté en Mésopotamie, c'est le même principe, c'est du troc, ils vont voyager, ils vont faire des échanges pour les mêmes affaires, des métaux et ainsi de suite. L'Égypte fait beaucoup de commerce interne, c'est-à-dire que dans le sud, donc dans la Haute-Égypte, on a beaucoup de carrières avec des gros blocs qui vont permettre de faire les pyramides d'ailleurs. Ces carrières-là sont au sud du pays. Donc, en échange de ces carrières-là, ben, souvent le delta, qui est beaucoup plus fertile parce qu'il y a plus d'eau, va envoyer du grain pour payer les blocs de granit. Et donc, le commerce se fait à l'interne, mais ils vont faire du commerce extérieur aussi avec la Mésopotamie et avec les peuples méditerranéens. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens après. Donc, le commerce et la vie quotidienne ressemblent beaucoup à la Mésopotamie. Il me reste une dernière chose à aborder avec vous, ce sont les hiéroglyphes, donc l'écriture. L'alphabet hiéroglyphique, pour se compliquer la vie à le dire. On appelle ça, là c'est pas moi, c'est les spécialistes de la chose, c'est une écriture figurative, donc c'est des petites figurines, c'est des petites figures. On appelle ça l'écriture figurative. C'est excessivement complexe à lire. On attribue des lettres ou on attribue des sons, des ch, des ts à certains de ces trucs-là dans notre alphabet à nous, mais c'est pas encore très précis et c'est des centaines de hiéroglyphes parce qu'on peut avoir la même figure avec un autre hiéroglyphe en avant, ça veut dire quelque chose, mais si le même hiéroglyphe est en arrière, ça veut dire autre chose, et ainsi de suite. Puis ça se lit pas seulement de droite à gauche ou de haut en bas, ça peut se lire dans différents sens. Je suis pas spécialiste du tout là-dedans, c'est très complexe, mais je sais que c'est très complexe. J'en avais parlé avec des collègues à l'université à l'époque qui étudiaient ça. Et si vous pensez que le français c'est compliqué, le hiéroglyphique c'est encore pire. Je vous le conseille pas. Donc vous êtes mieux avec le latin, c'est plus simple. Le hiéroglyphique va évoluer, vous le voyez en haut ici là, dans la partie en blanc. Le hiéroglyphique va évoluer avec le temps parce que c'est compliqué et il va finir avec ce qu'on appelle le démotique à droite complètement. Vous le voyez aussi par l'exemple que j'ai choisi, hein, il y a même des chiffres qui vont, des symboles qui vont disparaître complètement parce que ils n'en ont plus usage à ce moment-là dans leur histoire à eux. Mais entre le hiéroglyphique à gauche complètement et le démotique, c'est des centaines et c'est même des milliers d'années qui se passent entre les deux. D'ailleurs, le hiéroglyphique, on n'a jamais été capable de le traduire, c'était impossible parce que c'est beaucoup trop complexe, c'est un casse-tête infini. Pourquoi on a été capable, les historiens, les archéologues ont été capables? Eh bien, c'est à cause de la pierre de Rosette, Rosetta Stone en anglais, qu'on a été capable de faire ça. Normalement, en classe, j'aurais un atelier sur la Rosetta Stone. J'ai fait un exercice avec une phrase en allemand, en français, en anglais, en russe, en je sais plus quoi, en japonais, je pense. Puis, avec ce jeu-là donc de correspondance de mots, être capable de trouver ce que la phrase veut dire. Je ne vous l'ai donc pas mis en français, mais ce qu'elle veut dire en français. Vous vous en sauvez avec la session à distance. Bande de chanceux. C'est comme ça, tout simplement. On fait avec les conditions dans lesquelles on vit, n'est-ce pas? Donc, cette pierre de Rosette-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en haut, vous le voyez sur l'image, elle est brisée dans le haut, mais on a une partie qui est en hiéroglyphe, vraiment les hiéroglyphes antiques. Ensuite, on a le démotique. Le démotique, on a été capable quand même de traduire pas mal parce que les Grecs ont traduit, les Grecs antiques, ont traduit beaucoup de textes de démotique, mais en dessous, la troisième écriture que vous voyez sur l'image, c'est du grec. Donc, je vous l'ai dit, Alexandre le Grand va conquérir l'Égypte et ça va devenir donc dirigé par des Grecs à la suite. Bien, cette pierre de Rosette-là, c'est dans la ville de Rosette, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Sur la même pierre, on a le texte en hiéroglyphique, le texte en démonique et le texte en grec antique. Donc, le grec est très 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 bien connu, il est venu jusqu'à nos jours facilement. Donc, c'est ça, cette transposition du même texte dans les trois écritures différentes qui va permettre aux archéologues de percer le mystère des hiéroglyphes. Et aujourd'hui, on est capable, excluant la personne qui parle, on est capable de comprendre le hiéroglyphique, si ça vous intéresse. C'est un domaine d'étude en soi. J'avais un professeur à l'université qui avait son propre lieu de recherche en Grèce. Il faisait ça l'année, il enseignait. L'été, il s'en allait il y avait son site à lui de fouille. Et il était spécialiste justement des langues comme ça. Donc ça peut vraiment être une carrière si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'être traducteur pour autant. Il y a plein de possibilités avec ça. Ben plein.
quelques-unes. Je continue, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, je voulais faire ma transition vers mon bassin méditerranéen. Je continue avec l'Israël. L'Israël qu'on connaît aujourd'hui, je vous ai mis une carte actuelle, évidemment. Ça s'étend sur le territoire israélien et de la Palestine. J'embarque pas sur le débat sur la Palestine. On n'est pas dans un cours d'éthique ou un concours d'histoire de cette région-là. Histoire brève, après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont excessivement souffert en Europe. C'est tout à fait vrai, c'est impossible de le nier. Mais pour se faire pardonner, les Européens vont dire, on va vous créer un pays. Vous voulez Jérusalem, on va vous donner Jérusalem. Le problème, c'est qu'il y a déjà un pays qui existe dans ce coin-là. Il y a déjà des gens qui vivent dans ce coin-là. C'est les Palestiniens. On va juste les tasser de force et on va donner ce territoire-là aux Israéliens. Et donc, les Palestiniens, c'est pas un peu un coin riche du monde, vont se battre comme ils peuvent pour garder leur autonomie parce qu'Israël prend de l'expansion avec le temps. Et Israël est excessivement riche à cause de liens commerciaux. Ce qui fait en sorte qu'en tout cas, fin de la parenthèse, ça aussi c'est quelque chose qui, si la politique vous intéresse, c'est quelque chose vraiment d'actualité depuis la fin du 20e siècle, mais encore aujourd'hui c'est très 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 d'actualité. Les combats sont très très violents. Je pense qu'il y a 2 ans, la ministre des Affaires extérieures, c'est une femme en Israël, elle avait dit qu'il fallait envoyer l'armée en Palestine et tuer tous les enfants parce que comme ça, on n'aurait plus de conflit dans une génération ou deux parce qu'il n'y aurait plus d'enfants. Ça vous en dit quand même pas long sur la situation dans ce coin-là. On est content de vivre au Québec. C'est plate, mais au moins, c'est plate, pas ces temps-ci, mais au moins ça veut dire qu'on est en paix et que c'est calme de ce côté-là. Donc, Israël est créé, mais Israël n'est pas créé là pour rien non plus. Il y a une histoire, il y a des raisons de pourquoi c'est dans ce coin-là. L'histoire qui nous est parvenue, c'est à cause de la religion. C'est pour ça que je vous ai mis à côté donc la Torah. La Torah, c'est la Bible, mais pour les Juifs. Selon cette Torah-là, il y aurait eu donc la formation du royaume d'Israël 10 siècles avant Jésus-Christ, avant notre ère, par un jeune berger qui s'appelait David. Si vous avez fait vos cours de catéchisme, c'est dans la Bible catholique aussi, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament puis la Bible hébraïque contiennent des textes similaires. C'est tout simplement, donc, dans la vraie vie, là, ça c'est le côté histoire que je vous raconte. Moi, c'est les faits plus scientifiques qui ont été recherchés. C'est vrai, oui, il y avait un peuple qui était en train de prendre possession de ce territoire-là, le peuple de l'armée de Goliath, qui était, dans le récit, c'est un géant qui fait 4 fois la taille d'un humain et tout ça. C'est un gros monsieur gigantesque, oui, beaucoup plus haut, 1,5 fois la taille d'un homme, et ainsi de suite, de ce qu'on en sait actuellement. Oui, c'est une bonne pièce d'homme, mais c'est pas un géant, comme décrit dans la légende. Et en face, on a notre petit David. David, c'était un fermier, il surveillait un berger, excusez-moi, il surveillait des moutons. Et le roi de ce coin-là avait de la misère à dormir. L'insomnie et les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Et David aurait été appelé au palais de Saül, S-A-U-L, je ne sais pas comment ça se prononce, Saül. Donc le roi aurait fait venir David parce que David était connu comme un bon chanteur. Donc sa job à la cour, c'était d'endormir le roi en lui chantant des chansons le soir. C'est relax. Il pouvait compter les moutons. Excusez, pardon. J'arrête tout de suite. Non. Et il y aurait eu la guerre. David serait parti en guerre avec son roi pour continuer à l'aider à s'endormir. Et à un moment donné, il y aurait eu ce Goliath, ce gigantesque guerrier-là qui aurait dit, au lieu de faire une bataille, tout le monde meurt. Emmenez-moi votre champion, moi je vais me battre contre lui. Puis celui qui survit, l'autre armée se rend. Personne n'a eu le courage de se porter volontaire, puis il y a le petit David qui a dit, moi y aller. Il y aurait eu un message divin, ou on ne sait pas trop. Ça dépend si on croit à ces affaires-là ou pas, je ne me prononce pas, chacun ses croyances. Et il serait allé, il aurait pris sa fronde, donc la fronde c'est ce qui est représenté sur les images, c'est une lanière de cuir avec une petite attache en cuir, on met une roche à l'intérieur, on la fait tourner, et si vous cliquez sur le petit vidéo, ça dure 30-40 secondes si ça vous tente. C'est bien expliqué. C'est en anglais par exemple, je m'excuse, mais c'est bien expliqué.
La vitesse avec la rotation fait en sorte que la pierre elle va à une vitesse assez phénoménale. Et il l'aurait pogné sa caboche, drette au centre, évidemment. C'est un récit épique, il faut que ce soit épique. Et il l'aurait tué d'un coup. Voilà, le petit David a tué le géant Goliath. On pense plus aujourd'hui que... Mais on sait que ça y a existé pour vrai, hein, David, c'est un vrai personnage historique. Mais on pense que c'est une métaphore. Le petit royaume du guerrier David contre le géant voisin, l'armée géante des militaires, de la force militaire voisine, donc aurait remporté les batailles. Est-ce que c'était un bon stratège? Est-ce que c'était de la chance? Ça, j'en ai aucune idée. Mais on pense aujourd'hui que c'est plus une métaphore. Et je continue la légende, donc il aurait tué Goliath comme ça avec la pierre au centre du front. Et ce qu'ils disent dans la vidéo, c'est que ça l'a assommé, mais il est pas mort one shot, il était en train d'agoniser. Il aurait fini par mourir. Et David serait allé prendre son épée, l'épée de Goliath, pour l'achever en lui plantant dans la gorge. Et c'est une insulte pour un guerrier là, de se faire prendre sa propre épée pour se faire achever. C'est vraiment une façon de faire un affront public à l'autre armée en disant, regarde, non seulement je l'ai battu, mais en plus je l'humilie en l'achevant avec sa propre arme parce qu'il est vraiment sans défense face à moi. Quand même, un petit bonhomme selon la légende, mais un bon guerrier selon la réalité. Donc, après ça, le roi Saül aurait eu peur de David. David serait parti en exil. Il se serait mis à rassembler des gens autour de lui qui avaient eu confiance en lui. Il aurait renversé Saül et il serait devenu le premier roi d'Israël, israélite. Donc, le premier roi israélite a fondé le royaume d'Israël. C'est la légende. On sait qu'il a existé pour vrai. Est-ce que c'est vrai que c'est lui qui a fondé le royaume? Probablement pas. Peut-être qu'il l'a unifié, mais comme en Égypte, c'est probablement plein de villes, plein de petites civilisations. Puis à force de grandir, elles sont venues à se confronter. Et il y a quelqu'un qui finit par les unifier. C'est plus plausible. Donc, après notre David, on a Salomon. Salomon, c'est notre deuxième roi emblématique. Regardez la carte, hein, la ville intérieure, même principe que les cités-États, encore une fois, mésopotamiennes. On a quand même une ville qui est magnifique. C'est structuré, c'est protégé avec les remparts, c'est vraiment bien organisé. C'est un roi qui est puissant, Salomon. Salomon était reconnu pour être dit le sage. Et là, je vous fais encore une parenthèse, parce que j'aime ça faire des parenthèses, puis j'aime ça parler. Pourquoi il est reconnu pour le sage? Ça a l'air qu'il y a des gens qui venaient de Rome, de ce qui allait devenir Rome, il y avait des Grecs, il y avait du monde de partout qui allait voir Salomon pour avoir son jugement, parce qu'il était reconnu pour être juste, équitable, pour être sage. Le seul exemple que je vous donne de ça, c'est encore une fois, c'est un récit, je ne sais pas si c'est la vérité, mais il y aurait eu deux femmes qui ont accouché la même nuit, la même soirée. Il y a une femme que son bébé serait mort pendant la nuit. Ça arrive malheureusement. Et elle serait allée voler l'autre enfant de l'autre femme dans l'autre maison. Elle l'aurait fait voler, j'imagine. Après l'accouchement, t'es pas en état d'aller voler un bébé. Elle l'aurait fait voler le bébé. Et là, la mère qui s'est fait voler son enfant serait allée voir Salomon en disant « Je suis victime du vol de mon enfant, c'est impardonnable, tout ça. » Salomon aurait dit donc ça c'est ta version, on va écouter l'autre madame. La madame elle va dire non, c'est mon bébé, son bébé il est mort pendant la nuit, j'ai rien à me reprocher. Là, Salomon, qu'est-ce que je fais? Et là, il aurait réfléchi pendant un certain temps et il aurait dit garde, il y a toujours des gardes dans la salle du roi, garde, prenez ce bébé et coupez-le en deux. On donne la moitié à une maman, on donne l'autre moitié à l'autre maman. Là, j'espère que vous avez un peu réagi. Ou bien vous vous en fichez parce que c'est une légende. Mais c'est pas super sympathique comme solution. En fait, ce qu'il attendait Salomon, c'est ce qui va arriver. Une des deux femmes va dire non, mais elle va éclater en sanglots, elle va dire non, 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 donnez-lui le bébé. Je refuse que vous fassiez ça. Et Salomon va dire donc c'est celle qui est tombée en sanglots qui est la vraie mère. Reprenez le bébé puis redonnez-lui, c'est vrai que tu lui as volé. Donc la leçon de la morale de ça, c'est belle morale par la même occasion, c'est pour ça que je vous la relate, c'est si t'es pas capable de définir c'est qui a tort dans une histoire, ben la justice veut que tu répartisses le problème entre les deux. Donc il y a deux, trois, quatre, peu importe, personnes dans une situation. Si t'es pas capable de dire ben c'est la faute de telle personne, ben au lieu de faire subir beaucoup de dégâts à quelqu'un, tu vas répartir les conséquences à un petit peu tout le monde pour que ce soit plus soft. Ou tu crées une situation où il y a un des deux côtés qui va être obligé
de dire la vérité ou de laisser aller la vérité parce que la situation est trop atroce, comme couper un bébé dans la face de deux mamans, de deux nouvelles mamans, c'est assez atroce. Donc, c'est ce qui lui a permis de faire le jour là-dessus. Donc, encore une fois, c'est une légende avec notre roi Salomon. Là. C'est ce qui vous est représenté sur l'image. Laissez-vous pas berner par ça. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais c'est quand même une belle leçon, peu importe si c'est vrai ou pas. Je vous lis, là, je vous ferai ces citations-là en classe, fait que je vous fais ces citations-là aussi à distance. Je vous lis un passage de la Bible hébraïque. Je ne vous lirai pas souvent de la Bible, en fait, ça va être la seule fois que je vous lis une Bible, mais je le fais. Donc je cite, La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée était répandue parmi toutes les nations alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 5000 cantiques. Salomon a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Des gens de tous les pays venaient pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc évidemment, c'est la Bible hébraïque, ils louangent leur propre roi, c'est sûr, mais on a d'autres récits là, de d'autres peuples, effectivement les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs, qui nous confirment que Salomon était reconnu là, pour être un roi juste. C'est pas un roi guerrier, c'est un roi reconnu pour sa sagesse. Ça fait du bien ce genre d'exemple de temps en temps à travers l'histoire. Donc, nos Juifs, comment on les connaît aujourd'hui? On les connaît à cause de leur croyance en Yahvé. C'est vraiment ce Yahvé-là, c'est vraiment une anomalie dans l'histoire de l'Antiquité. Tous les peuples sont polythéistes et on a nos Juifs, ce qu'on appelle aujourd'hui nos Juifs, qui sont monothéistes. C'est une anomalie complète dans l'histoire. On ne comprend pas pourquoi les autres sont monothéistes déjà à cette époque-là. J'ai pas d'explication à vous donner. La chose que je voulais vous dire, c'est que Yahvé, pas Jésus, mais Dieu, Allah, Jéhovah, tout ça, là, c'est le même Dieu. C'est le Dieu hébraïque d'origine qui a été renommé comme Amon-Ra, Ré-Ra, et ainsi de suite, Aton, qui a changé de nom, c'est le même Dieu. Mais Yahvé, Dieu, Allah, Jéhovah, c'est tout le même Dieu qui, en fonction de l'évolution dans le temps, va changer de Dieu. Donc oui, les guerres de religion, on va parler des croisades avec la religion catholique qui a fait des atrocités. On a encore aujourd'hui les musulmans qui, au nom de Allah, font des atrocités au Moyen-Orient. C'est tout le même Dieu. C'est le même Dieu. Là, ils disent on tue des catholiques parce que c'est des infidèles, mais théoriquement, c'est le même Dieu qui servent ces gens-là. C'est juste que c'est pas la bonne interprétation que les catholiques ont fait, c'est les musulmans qui ont la bonne. Vice-versa, au Moyen-Âge, on n'était pas mieux, les Occidentaux n'étaient pas mieux pantoute au Moyen-Âge, ils ont fait de la même chose, on en reparlera dans quelques cours. Donc, ce Yahvé-là, il est encore présent dans nos sociétés aujourd'hui. Les Juifs aussi, vous les avez peut-être croisés ou connus. Les plus emblématiques de ça, ce sont nos Hassidiques. C'est l'image du bas à gauche, hein, en fait, c'est les deux images en bas. Mais en bas à gauche, la personne de gauche, donc le plus vieux des deux, vous voyez ces espèces de petits boudins de cheveux, là, c'est pas des dreads comme les Rastafariens de Jamaïque. C'est vraiment une coiffure traditionnelle chez les Juifs hébraïques. Et selon ce qu'on en sait, les Hébraïques sont vraiment les plus orthodoxes des Juifs. Il semblerait que ce soit la même apparence physique qu'ils avaient à l'époque de Salomon et à l'époque de David. Donc, ça nous donne une idée de ces sociétés-là, de quoi ça pouvait avoir l'air. Et l'autre image, quand on parle des Juifs que vous avez probablement, c'est cette étoile de David, justement là. L'étoile qui est malheureusement connue à cause de la Deuxième Guerre mondiale, hein, les brassards que Hitler faisait porter aux Juifs pour les identifier dans la société. Donc, c'est les deux signes distinctifs encore aujourd'hui des Juifs. Les croyants moins pratiquants ne s'affichent pas avec ce genre de signes-là, là, évidemment, dans les rues, comme nous d'ailleurs on fait. Une dernière petite parenthèse, donc justement sur cette société, de quoi ils avaient l'air, les gens, parce que je vous parle de l'époque, je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Donc la société était orientée autour de la Beth Ab. Encore une fois, je m'excuse de mes prononciations, si c'est pas la bonne chose, s'il y en a qui le savent. C'est la maison du père, donc société patriarcale, hein, bonne déduction la gang.
Société patriarcale, vous le voyez, la famille autour du père, c'est multigénérationnel, évidemment, on restait ensemble pour se protéger, pour se défendre et pour travailler aussi. Donc, c'est une société qui est patriarcale principalement, et c'est pour ça que c'est un roi et non pas des reines que je vous ai présentés. Et ça va très peu évoluer avec le temps, pour la simple et bonne raison que c'est des milieux de vie très difficiles, c'est semi-aride dans cette région-là. Même si on est proche de la Méditerranée, les terres sur lesquelles ils sont installés sont semi-arides, c'est pas facile comme condition de vie. Donc, je passe pas plus de temps que ça. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié de vous, les femmes aussi. Encore une fois, ça c'est une photo, donc ça date de plus récemment, mais ce serait l'habit traditionnel là, donc des femmes israéliennes dans cette région du monde. Le rôle traditionnel donc de la femme, l'assistante de l'homme, diriger la maison et évidemment la procréation, parce que entre hommes, c'est pas fort pour faire des bébés, jusqu'à maintenant dans notre histoire. Je finis ma parenthèse sur l'Israël tout de suite pour aller en Crète. La Crète, c'est une petite île en mer Méditerranée. Vous voyez, on commence à changer de décor. Hein. Je vous emmène tranquillement vers la Grèce. Sur la carte, en haut à droite, excusez-moi, là où c'est marqué l'île de Crète. L'écriture, l'île de Crète, elle est sur la Grèce, ce qui est ironique. Ce qui est l'île, c'est ce qui est entouré en bleu en bas, ou ce qui est entouré en rouge sur l'autre carte en bas à gauche. Donc, on se rapproche drastiquement de la Grèce. Et je voulais vous mettre des photos parce que c'est quand même assez paradisiaque comme ambiance de vie, la Crète. Mais ce qui m'intéresse donc, c'est son histoire. J'y plonge immédiatement. On appelle cette civilisation la civilisation minoenne. À cause de qui? À cause du roi Minos. Le roi Minos, on ne sait pas si c'est un vrai roi. C'est un roi fondateur selon la légende, encore une fois. Cette fois-là, c'est la légende des Grecs. C'est les Grecs qui vont nous relater cette légende-là. Donc, on a plus tendance à les croire. Pourquoi? Parce qu'on est leurs descendants au niveau idéologique et civilisationnel, mais aussi parce que ils écrivent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont une méthode scientifique qui n'est pas la même que la nôtre, mais ils ont une méthode scientifique et on peut recroiser cette légende-là dans différents textes de différents auteurs. Donc ça lui donne une certaine crédibilité à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est une légende, on ne peut pas le savoir. On ignore comment ils s'appellent eux autres mêmes, ceux qui habitent sur l'île de Crète à l'époque. C'est pour ça qu'on les appelle les Minoens. Parce qu'ils n'ont pas laissé d'écrits, ils n'ont pas laissé de hiéroglyphes, ils n'ont pas gravé la pierre. On n'en a aucune idée, ils ont disparu sans laisser aucune trace. Donc on ne sait pas comment ils s'appellent. Est-ce que c'est peut-être eux la légende de l'Atlantide? Peut-être, on ne sait pas. J'y reviendrai à ça aussi un petit peu plus tard, peut-être quand on parlera de la Grèce la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc le roi Minos aurait fondé cette civilisation crétoise-là, la Crète, pas les chrétiens, les crétois. C'est vraiment l'histoire traditionnelle. Il va unifier l'île, il va se faire construire un gros palais et il va être juste et équitable. Encore une fois, ça fait du bien d'avoir des exemples positifs et il va poser vraiment les jalons de cette civilisation-là. Ils vont devenir excessivement puissants parce que vous l'avez vu, c'est une petite île au milieu de la Méditerranée. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'espace. C'est un petit peu comme l'Angleterre. Hein? C'est une île, ils ne peuvent pas faire de l'agriculture à plus finir parce qu'ils n'ont pas de place. Donc, ils vont être obligés de faire quoi? Ils vont se tourner vers la mer, ils vont construire des bateaux et ils vont se mettre à faire du commerce avec le nord, avec le sud, avec l'est, avec les Égyptiens et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont s'enrichir et c'est comme ça qu'ils vont être capables de construire tout ce qu'ils construisent. Et ils vont avoir une civilisation très, très belle et très grandiose. Donc, notre roi Minos fonde cette civilisation-là. On appelle, je la sépare en trois, donc la période proto-palatiale, c'est-à-dire avant les palais, parce que la civilisation minoenne est vraiment connue pour ses palais. Donc c'est des petits palais, c'est des petits rois qui sont unifiés sous le contrôle de Minos, mais qui ensuite vont se redisperser quand Minos meurt. Même principe que je vous ai parlé en Égypte tout à l'heure. Donc des petits palais, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'image. Donc, on retourne à l'image, regardez la complexité des palais. Je vais vous en montrer un plan tout à l'heure de ces palais-là. C'est vraiment plein de corridors, intérieurs, extérieurs, couverts, des différentes salles, C'est vraiment un grand labyrinthe. Donc, c'est vraiment
ça va donner lieu à une légende. J'y reviens tout à l'heure à la légende, je ne veux pas vendre le punch tout de suite. Après la période proto-palatiale, on a la période néo-palatiale, donc des nouveaux palais. L'île de Crète, il faut le savoir, on est dans une région où il y a des volcans autour. Donc à chaque fois qu'on change de période dans le temps, c'est parce que malheureusement, tous leurs palais se font détruire par une explosion volcanique. À côté, dans les îles autour, il y a des explosions volcaniques et ça a fait un tremblement de terre, ça détruit tous leurs palais. Ils sont obligés de tout reconstruire. Donc c'est pour ça qu'ils changent. La période néo-palatiale, c'est des nouveaux palais, néo-nouveaux, j'en ai déjà parlé, qui vont réapparaître, qui vont être reconstruits. Mais cette fois-là, regardez les fresques, regardez les frises, on a vraiment une richesse au niveau des arts qui est absolument fantastique. On pourrait se poser la question en bas, est-ce que c'est de la corrida? Un petit peu comme les Espagnols, mais on va espérer que c'est moins sanglant parce que les Espagnols faisaient la mise à mort. Mais en fait, on pense plus que le défi c'était de rester debout, un petit peu comme le rodéo américain, là, de rester sur le taureau le plus longtemps possible. Ça pourrait remonter jusqu'à cette époque-là. Et regardez sur la fresque du haut, la représentation des dauphins, c'est absolument fantastique. Et les poissons aussi, mais les dauphins sont plus gros, fait qu'on les voit mieux. C'est vraiment très, 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 très réaliste comme représentation au niveau de l'art. Ça montre une dextérité et un savoir-faire indéniable. Cependant, cette période néo-palatiale-là va être de courte durée parce que pendant 70 ans à peu près, il va y avoir 3 catastrophes naturelles, back-à-back, à quelques dizaines d'années près, qui vont venir détruire et redétruire les palais. Je vous mets l'explosion du volcan de Santorin. Là, il fonctionnait quand j'ai créé le prédit. Là, ça me dit que le propriétaire a bloqué le lien pour la lecture externe. Donc, d'habitude, ça joue directement dans prédit. Là, il faut que vous cliquez dessus pour que ça vous amène dans YouTube. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ça ne change pas grand-chose. Mais c'est quelques minutes, ça aussi, 2-3 minutes. Si le cœur vous en dit, sinon une explosion de volcan, vous le savez comment ça marche. J'en parlerai avec Pompéi pendant les Romains, probablement un petit peu aussi. Donc, le volcan de Santorin va vraiment là, finir de détruire les palais sur l'île de Crète, qui va nous amener d'ailleurs à notre période post-palatiale. Ces palais-là, je vous l'ai dit, je vous montrerai une carte, là, c'est vraiment gigantesque. C'est vraiment un labyrinthe, il faut savoir comment s'y retrouver. Et ces labyrinthes-là, donc, vont marquer les Grecs dans leur mentalité. Je fais la parenthèse, j'explique ici, c'est-à-dire que les Grecs, ils existent déjà à cette époque-là. Le Crète, pendant l'Égypte que je vous ai présenté, pendant Crète, les Grecs, ils existent en Grèce, ils sont là, ils sont juste pas la civilisation qu'on connaît. Donc ils n'ont pas pris l'envergure qu'on connaît. Mais on a des marchands qui viennent sur l'île de Crète et qui vont rentrer dans ces palais-là, ils vont retourner en Grèce après en disant « Hey, je suis rentré dans le palais, des corridors à n'en plus finir sur plusieurs, 2-3 étages. » Des fois, il y avait des sous-sols aussi. J'étais complètement perdu. Il fallait tout le temps que j'aille un guide avec moi, sinon je n'étais plus capable de ressortir. Donc, ça va vraiment les marquer, ce récit de voyage-là. Et ça va emmener donc un des récits dans la mythologie grecque, je vais finir par le dire. Un des récits dans la mythologie grecque, c'est le mythe du Minotaure. Donc, le Minotaure, pour ceux qui sont... ceux qui ne jouent pas des jeux vidéo, parce que c'est dans plusieurs jeux vidéo d'ailleurs, ou qui sont pas, qui connaissent pas ça. Il y a un labyrinthe, donc c'est une des missions dans une des légendes d'Héraclès. Il faut qu'il retrouve donc un objet qui est au milieu d'un labyrinthe. Personne ne peut sortir de ce labyrinthe-là parce que, un, c'est un labyrinthe, et de deux, il y a un minotaure. Donc, c'est quoi un minotaure? C'est moitié taureau, moitié humain, anthropomorphe encore une fois, qui garde ce labyrinthe-là. Donc lui, il va attacher un fil à l'entrée, il va faire son parcours, puis il va se ramener avec le fil d'Ariane, une autre légende. Je ne rentre pas dans les détails, on n'est pas en Grèce antique actuellement. Mais ce Minotaure-là, donc, nous viendrait directement des Minoens, parce que la divinité principale, c'est le taureau sur l'île de Crète. Pourquoi? Ils n'en ont pas, premièrement. C'est que probablement, quand ils sont fait du commerce, ils sont arrivés pour faire du commerce, puis ils ont vu les taureaux, puis ils ont fait « C'est quoi cet animal-là? » Donc, ça les a vraiment marqués. Et ils en ont ramené sur l'île de Crète. Tu as besoin d'un taureau pour plusieurs vaches pour être capable de relancer ton troupeau. Donc, le taureau a un rôle plus important, je mets d'immenses guillemets,
dans le troupeau. Donc le taureau est devenu une divinité dans la société crétoise et c'est transmis comme ça aux Grecs. Donc nous, on est beaucoup héritiers de la civilisation grecque, mais sans le savoir, on est héritier de ces civilisations-là parce que les Grecs sont héritiers de ces civilisations-là. Encore une fois, hein, initiation à l'histoire de la civilisation occidentale, ça s'est transmis tout ça, ça vient pas de nulle part. On a quasiment rien inventé finalement, on a juste changé la façon de le faire. Je finis avec ma dernière bulle, ne perdez pas espoir, elle est très courte. La Phénicie. Donc la Phénicie, c'est où dans le monde? C'est en face de l'île de Crète. Là, c'est pas Kition, c'est pas la Crète. La Crète, c'est un petit peu plus à gauche, là, ça c'est une autre île. C'est le Liban actuel. En fait, la Phénicie, je voulais juste replacer là pour on sache c'est où dans le monde. On est vraiment sur la côte est, donc à droite de la mer Méditerranée. C'est au-dessus de l'Israël actuel, donc, divisé en plusieurs cités-États, hein, je ne reviens pas sur le concept de cité-État. Pourquoi la Phénicie est connue? Ciné-cadeau à Noël, vous avez peut-être vu c'est pas les 12 travaux d'Astérix, je ne sais plus dans quel Astérix, mais à un moment donné, il faut qu'ils amènent un tonneau en Angleterre, il faut qu'ils amènent un tonneau de potions magiques, puis ils se font couler par des pirates ou par la flotte romaine, et ils croisent des marchands, et ce sont des Phéniciens qui viennent donc de Phénicie. Et il lui propose des herbes magiques qu'il fait infuser. Finalement, c'est du thé. C'est du commerce du thé qu'il fait dans Astérix. Et il fait croire aux Anglais que c'est de la potion magique. Puis là, ils battent Astérix. Fin de la parenthèse Astérix. Mais ce sont ces Phéniciens-là. Hein, encore dans Astérix, on les retrouve pour une culture populaire aujourd'hui. Ils sont devenus riches comment? Parce que ce sont des commerçants, justement. C'est pour ça qu'ils sont représentés comme ça. Parce que, encore une fois, c'est une région assez désertique, pas très hospitalière. Donc, ils vont faire du cabotage. Du cabotage, c'est quoi? Ils vont prendre un bateau moyen, pas trop petit, et ils vont juste longer la côte, puis suivre de ville en ville, toutes les villes qui sont sur la côte. Ils vont se rendre jusqu'en Égypte, ils vont se rendre jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Algérie, en Grèce, jusqu'en ce qui va devenir Rome et compagnie. Tout ça, ils vont faire du commerce comme ça, en restant toujours proches. Je nomme le cabotage là, parce qu'on va en reparler plus tard du cabotage, quand on va parler de la découverte du monde par les Européens. Mais donc, les Phéniciens vont devenir très riches avec le commerce et ils vont avoir une influence majeure sur certains peuples. Je fais une référence ici seulement à une des influences, l'alphabet. Notre alphabet, c'est l'alphabet phénicien. Jim, qu'est-ce que tu dis là? Je dis la vérité, c'est-à-dire que notre alphabet, c'est l'alphabet grec. Mais les Grecs ont repris, copié-collé, plagiat avant l'heure, l'alphabet phénicien. Ce que les Grecs vont faire, c'est qu'ils vont rajouter des voyelles que les Phéniciens n'avaient pas, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, ils vont rajouter des voyelles à ça, et ça va devenir l'alphabet grec antique qu'on connaît, et qui va donner notre langue par la suite, parce que les Romains vont s'inspirer, entre autres, du grec, principalement du grec pour leur langue, et le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, ce sont toutes des langues latines, qui sont directement descendantes du latin, des latins, parce que les Romains ne s'appelaient pas des Romains, ils s'appelaient des latins par la même occasion. Donc, c'est directement un héritage phénicien, tout ça. Je ne passe pas plus de temps là-dessus. Je vous présente quelques divinités, non plus là, sans passer trop de temps là-dessus, encore une fois. C'est juste pour vous montrer que, encore une fois, on a des héritages de cette civilisation-là. La seule chose que je veux vous mentionner ici, parce que je la trouve très drôle, c'est qu'ils ont vraiment des dieux très spécialisés. Donc, je vous présente, premièrement à droite, Reshef, dieu de la guerre et de la peste. Cusor, dieu des artisans. Et Oron, lui, je l'aime, dieu protecteur contre les morsures de serpents. Donc oui, c'est un problème qu'ils rencontraient dans leur société et ils avaient un dieu contre ça. Donc, encore une fois, on justifie par notre environnement, par notre quotidien. Ils ont inventé un dieu pour ça. Les serpents devraient être venimeux dans leur coin et ils ont essayé de trouver une solution pour ça. On fait ce qu'on peut. Je vous montre, oui, encore une fois, la Phénicie avec le Sphinx. Je vous en ai parlé des Sphinx. C'est quelque chose qui est présent en Phénicie également. Mais je veux finir principalement donc, sur Baal. Baal, qui est une divinité, donc, encore une fois, anthropomorphe, qui nous a été transmis par les Phéniciens. Vous le voyez, c'est un emprunt aux Akkadiens de Mésopotamie. Attention, une fois de plus. Baal, j'y fais référence parce que Baal est encore... il y a des groupes de musique qui utilisent son nom pour des chansons puis pour leur nom de groupe. Il y a aussi
Référence louche, je suis vraiment pas un gamer dans la vie, j'ai joué à 2 jeux vidéo intensément, dont un des deux c'est Diablo 2, et un des boss dans Diablo 2 c'est Baal. Donc on retrouve même ces divinités-là dans des jeux vidéo. S'il y a des gamers entre vous, je sais qu'il y a des jeux qui se basent sur l'histoire de la Grèce antique, sur les divinités, sur la mythologie, qui sont super détaillés. Je peux pas vous les nommer malheureusement, je les connais pas. Je vais faire référence à Assassin's Creed dans le futur parce que j'ai des amis qui ont travaillé. C'est Ubisoft Montréal qui fait la série Assassin's Creed. Et Ubisoft Montréal se fait un devoir, et ça c'est tout à leur honneur, dans les jeux, ils engagent des historiens pour s'assurer que les costumes, les maisons, les écritures, tout est assez fidèle à la période historique dans laquelle ça se passe. Quand j'étais aux études à l'époque, pour le Assassin's Creed 1, j'ai des amis qui ont travaillé pendant qu'on était aux études sur le Assassin's Creed 1. J'ai pas eu cette chance, mais ils m'ont parlé de leur expérience. Donc j'y reviendrai entre autres pour Révolution américaine, parce qu'il y en a un qui se passe en Révolution américaine. Là, je sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti avec les Vikings. Je l'intégrerai peut-être quand je vous parlerai des Vikings, je sais pas encore. Mais bref, je sais qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui traitent de ces sujets-là. C'est vraiment là, c'est des divinités qui sont millénaires, hein, qui ont des milliers d'années d'existence, et pourtant, on les retrouve encore dans notre culture quotidienne, entre parenthèses, pour certains d'entre nous. Je pense que c'est ma dernière diapo, absolument. Donc, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop lourd. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit la semaine passée. N'oubliez pas de prendre des pauses. Je vais faire une petite capsule de méthodologie au début du cours 3. C'est une promesse, malheureusement pour vous. Parce que je vous rappelle qu'au cours 4, vous avez un premier dépôt formatif à me remettre. Donc, votre plan, votre problématique, vos 5 fiches et votre bibliographie, médiagraphie, parce que vous avez le droit aux ressources informatiques préliminaires. Donc, je vais faire une petite capsule de méthodologie sur les références, comment faire une médiagraphie comme il faut. Et je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, que la semaine 2, donc aujourd'hui, vous êtes supposé me remettre votre sujet de recherche, le personnage historique que vous avez choisi. Vous me l'envoyez par Mio, tout simplement. C'est le plus simple, s'il vous plaît. Donc, c'est pas plus long que ça. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit la semaine prochaine. Salut.